Warning. Attention, dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus. The television screen is the retina of the mind's eye. Therefore, the television screen is part of the physical structure of the brain. Therefore, whatever appears on the television screen emerges as raw experience for those who watch it. Therefore, television is reality. Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни? Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. The robots are coming. I want more life. Fucker. 24 secondes. Bonjour et bienvenue au 70e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Je suis Nicolas Petsilas et avec moi aujourd'hui Marie-Louise Gariepi. Salut. Et Olivier Sabineau. Bonjour. Vous pouvez retrouver nos épisodes précédents sur acast.com, sur la plupart des services comme Apple Podcasts, Spotify ou sur votre podcatcher préféré. Et si vous sentez l'envie de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions de films, de séries, de livres, de n'importe quoi, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook, sur Blue Sky. On est même sur Threads. On n'arrête pas le progrès. Instagram, tout ça, mais j'ai fait rarement, mais on est quand même là-dessus. On est sur Thread. Parce qu'on est sur Truth Social. Sans commentaire. Et bien sûr aussi par courriel à 24quarks@gmail.com. Donc c'est 24quarks@gmail.com. J'ai aussi commencé à poster les épisodes sur YouTube parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien écouter les podcasts sur YouTube. Pour l'instant, il n'y a que le dernier. C'est vrai? T'as mis ça sur YouTube? Ouais, j'ai fait une version avec juste un logo. À là, un moment donné, il faudrait que je prenne ma bébelle puis que je nous filme. C'est ça. Peut-être qu'une fois, on va faire... Peut-être juste une fois. Peut-être qu'un jour, on va faire de la vidéo, mais pour l'instant, non. La plupart des podcasts connus, ils se filment. Ouais. Même à la radio, ils se filment. C'est ça. Mais on verra. Si une fois, ça devient quelque chose de pourquoi pas. Filmcast, ils se filment, là. Puis ils font dur, hein. Non, ça va. Bien, hein? Ouais. On fait dur. C'est ça. On va compétitionner avec eux autres parfaitement. On vieillit, on fait dur, on va être parfait. Ouais. C'est juste moi qui vais m'en prendre plein la gueule parce que je suis une fille. Là. Je sais pas si c'est pour l'instant c'est vraiment je fais ça à côté, ça va pas être mis en ligne en même temps que l'épisode, mais bon, peut-être que je vais continuer à faire ça, on va voir quoi. Est-ce que tu mets des montages là, des fois ils mettent des gens qui jouent à des jeux vidéo, des niaiseries Ah ouais, parce que les gens sont plus capables d'écouter un truc en faisant pas autre chose en même temps là. Non, c'est que quand t'as des trucs audio comme des émissions de radio, ils mettent comme des images, mais qui n'ont pas rapport. Oh, on fait générer des images par intelligence artificielle. Oui, on va engager toute une équipe pour nous produire tout ce matériel. Mais ça avec qui, hein? T'es tu dis ChatGPT, voici un truc d'une heure, fais-moi une série vidéo pour ça. Puis on parle de tel film. Oui, puis ça va coûter autant d'énergie que l'Uruguay en 2022. Ah, là, tu vas me faire pleurer, là. Écoute, je suis supposée être une fille écologique. Écologiste. Ouais. Bon, aujourd'hui, on s'aventure dans le body horror avec un film canadien culte des années 80. Qui est devenu culte depuis. Il n'était pas culte dans les années 80. C'est Vidéodrome de David Cronenberg qui est sorti en 1983. Avant de s'attaquer au film... Est-ce que vous avez des petites plugs, vous autres? J'en ai une, moi. En fait, c'est un film que j'ai pas fini d'écouter, mais que j'ai commencé... Non, mais attends, c'est parce que c'est trop intense, ce film. Puis, tu sais, genre, peut-être qu'un des gens qui nous écoutent pourra l'écouter puis me relancer puis commenter avec moi. Mais c'est un film, évidemment, japonais. Tout le monde sait que j'aime le Japon. Quelle surprise! Qui s'appelle House de 1977. Donc, c'est pas de la science-fiction, mais c'est de l'horreur. C'est vraiment un film de genre. Puis c'est un film vraiment weird, complètement... Comment dire? C'est le genre de film que tu écoutes ça puis tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder exactement? Comment t'as dit que ça s'appelle? House. House comme House, la maison? C'est disponible, en fait, sur Criterion, le channel Criterion, que je suis en train d'écouter ce que je peux là-dessus en ce moment. Il y a du bon stock sur Criterion. Oui, mais c'est pas le Criterion. Il faut faire attention parce que ce que j'ai compris, tu n'auras pas droit à tout ce qu'il y a
Criterion possède de DVD. Criterion, ils vendent des DVD, mais ils n'ont pas Oui, il n'y a nécessairement... pas tout le catalogue. Ils n'ont pas tout le catalogue Non, c'est DVD ça. parce qu'ils n'ont pas la licence de distribution. Donc, Ouais. tu as beaucoup moins de choses, mais tu as des films vraiment bons, là, comme... j'ai écouté l'autre jour le film avec Alain Delon, là, l'original de Talented Mr. Ripley, qui s'appelle I Know, je crois. Non, pas... Le nom m'échappe, là, mais je vois exactement de quoi tu parles. Ouais, le titre m'échappe, là. Oui, ben c'est... on va le trouver. Puis... en tout cas, il y a aussi Le Samouraï, encore avec Alain Delon. On voit que j'aime Alain Delon ici. Des vieux westerns avec John Wayne. Le premier film de John Wayne, le fameux... Okay. Le fameux... comme son premier film comme western, il est là-dessus, qui est très bon. Ça coûte super bien. En tout cas, bref, c'est ça. Oui, c'est le fun, Criterion, là, pour les vieilles affaires. Moi, j'ai toujours aimé le vieux cinéma. Puis, Hall, ça date de 1972. Donc, OK. mais en fait, pour ceux qui veulent vraiment rien payer et qui veulent même pas s'abonner au Criterion, il est aussi disponible sur le Internet Movie Archive. Donc ça, je ne sais pas s'il est de façon legit ou c'est quelqu'un qui l'a mis là. Mais on trouve des choses intéressantes comme des films de science-fiction comme Brazil qui se trouvent sur l'Internet Movie Archive. Donc, je vous conseille d'aller checker ça, puis vous m'en donnerez des nouvelles. C'est vraiment weird, c'est extrêmement amusant, c'est fou. Je pense que tu aimerais ça, Olivier. Puis t'aimes bien, toi, les trucs japonais, le Sion Sono? Ben oui, mais c'est très... Écoute, Sion Sono, c'est un parmi tant d'autres, mais oui, lui, qui a fait 283 films, j'en ai vu 4. Les 4 que j'ai vus m'ont... J'étais à terre, fait que je pourrais pas juger pour les autres, mais oui. Quand ils veulent, ils peuvent, hein, plus que la moyenne au bâton. Ouais. Donc voilà, c'était ma plug de la semaine, ce truc rigolo que j'ai comme entre ennui d'insomnie que je suis en train d'écouter tranquillement. Donc, tu as un mois gratuit finalement en ce moment sur Criterion. Non, je suis abonnée. T'as ton free trial. Donc, c'est House de qui? Attends, bonne question. Je ne sais même pas c'est quoi le nom du... Mais le poster me dit vraiment de quoi là, sur ton téléphone. Fait que je pense que... C'est un film culte en passant. Hein. C'est pas... je vous sors pas... C'est vraiment... Il y a tout un following derrière ce film-là. Okay. C'est Nobuhiko Obayashi. Okay. Nobuhiko Obayashi. Toi, t'avais-tu quelque chose? Ah, c'est vrai, je suis pas préparé à ça parce que c'est nouveau pour moi. Vous avez rajouté ça quand j'étais pas là. Fait que j'y ai pas pensé. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai réécouté la première heure de Terminator 2 l'autre jour. Juste après avoir écouté Vidéodrome, d'ailleurs. Parce que ça m'a mis dans ce mood-là. Je sais pas pourquoi. Donc, je fais un lien. Hein? Tiens. Ouais. C'est peut-être ma jeunesse, mon enfance, quand j'ai découvert le cinéma. Il y a beaucoup de films de James Cameron qui étaient en même temps peut-être que des films de Cronenberg. Il y en a qui sont plus commerciaux que d'autres. On s'entend que James Cameron, ça serait peut-être la version propre de Cronenberg, mais les deux sont comme aussi intéressants jusqu'à un certain point dans la sci-fi. James Cameron n'a fait que des films de sci-fi. Que des films de sci-fi? On va dire, là. Tu sais, quand tu dépasses 80%... Titanic, c'est pas du sci-fi. Il y a de la sci-fi parce que... En tout cas, quand tu dépasses 80% de ton œuvre qui est dans la sci-fi... dans Titanic? On a manqué quelque chose, là. Il faut m'expliquer. OK, mais tu sais, History of Violence, c'est pas nécessairement de la sci-fi non plus pour Cronenberg. Non, ça n'en est pas. OK, peut-être les deux m'ont fasciné. J'ai connu un avant l'autre. Le premier film qui m'a vraiment fait un impact, c'est Aliens. Puis peut-être 2 ans après, j'ai vu Naked Lunch. C'est un peu là où je m'en allais. Là, puis Naked Lunch... Aliens, ça m'a fait comme... Wow! Puis Naked Lunch, ça a fait comme l'inverse. C'est l'explosion par l'intérieur, c'est l'implosion. Puis j'ai fait comme, mais qu'est-ce que je viens de voir? Puis pourquoi je suce mon pouce en position fétale? Fait que des fois, il faut revisiter des choses comme ça. Je pense que j'ai pas revu Naked Lunch depuis... ma tendre jeunesse qui m'a scrappé. Puis je pense que je l'ai dit parce que aussi, quand tu écoutes Vidéodrome, tu dis genre, The Naked Lunch, c'est comme un prequel, puis Existence, c'est comme un sequel. Dans son air très organique là, à Cronenberg. Je pense que de revisiter ce film-là, je pense que je ne l'ai pas lu aujourd'hui de la même façon, mais ça m'a rappelé mes débuts d'amour de la science-fiction. C'est ça. C'est bon, ça. Alors bien Terminator 2 que tu parlais. Oui, j'ai écouté la première heure de Terminator 2, puis maudit qu'il sait faire des films, ce gars-là, quand il veut. C'est excellent. Moi, je vous rappelle que tous nos épisodes, nos anciens épisodes sont en ligne, là, et que si vous voulez,
On en a fait un d'épisode. On a fait les 2 Terminator d'ailleurs. Ouais, on a fait des Abyss aussi, il me semble. On a fait des Abyss aussi, ouais. Ah ouais? On a fait, on a fait. Et puis je pense que c'est tout ce qu'on. Et puis Aliens, évidemment. Ouais. On a fait quoi? Et Cameron, ça sera un de ceux qu'on a fait le plus, on finalement. a fait beaucoup. Ouais. Je pense que c'est probablement le C'est pas réalisateur qu'on a fait le surprenant, plus. là, parce que tu l'aimes, puis je l'aime, puis... Ben, ça met de la sci-fi. là. Ben ouais, Je suis personne qui connaît pas grand monde qui Aliens, l'aime ça pas. fait partie de ces films importants là, que j'ai toujours autant de plaisir à revoir tout le temps. Quoi. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps avec mon plus âgé, là. Qui a quel mon âge? grand-fils qui a 17. Ah, puis il est capable de prendre ça, puis de... Puis, oui, il adore. Enfin, on s'est fait le Alien original. On s'est fait celui-là. Là, il attend de voir le 3, là. Et On va être puis, déçus. non, il repasse. Je lui essaie de lui faire sa culture cinématographique, là. Pas seulement de SF, mais de tout. Mais enfin, bref. Faut qu'il nous écoute, là, sur le podcast. Ouais. Il va venir comme invité, ce sera pas long. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai des petites. Moi, j'ai 3 petites plugs. C'est toutes sur. On va. Bon. Sur Crave, il y a The Last of Us qui passe. Moi, je suis un gros fan de The Last of Us. Attends, t'as 3 blocs, t'en gardes pas pour plus tard? Mais il y en a une que je peux regarder pas plus tard. Enfin bref, regarde, je vais y aller vite. Je vais pas m'attarder dessus là. Non, mais c'est juste que. Mais tu viens de dire Last of Us. Ouais, tu penses qu'on va y a- pas s'attarder sur Last of Us? Non, mais Voyons non, on va pas- donc. non, parce que Last of Us, j'ai adoré le jeu, les 2 jeux, même si le deuxième a été très controversé. Il y a des gens qui le haïssent. Moi, je l'adore. Et puis en ce moment, il y a la saison 2 de la série sur Crave, enfin sur HBO Est-ce qu'il est au / complet? Crave, qui passe. Non, on est, Non, pas encore. on est, je pense. 5-6? On est au peut-être milieu, à peu max. près au milieu de la saison, je pense. Si ça va. Moi, j'attends qu'elle soit là au complet. Moi, j'attends parce que qu'elle soit je là peux au juste complet aussi, binger hein. ça d'un coup. Là, c'est Ouais, impossible. c'est sûr. Et la première saison, Moi, je c'était m'affiche tellement ça, bon. là, je me fais Mais c'est de semaine en controversé semaine. aussi. Il y a des gens qui adorent, puis il y a des gens qui détestent. Fait que C'est parce l'épisode qu'il 2, y a, il se passe quelque chose. il y a genre. un Je événement veux pas en savoir plus. crucial qui Ouais, c'est là où ça a là. divisé le monde, en fait. C'est ça Mais qui je a veux pas le divisé savoir, monde. je veux pas le savoir, je veux pas le savoir. Et donc, enfin bref, donc moi j'aime beaucoup et puis je recommande. Donc c'est sur Crave ici chez nous au Québec. Et puis sur HBO, sinon en Europe, je pense que c'est Canal qui diffuse ça, je suis pas sûr. Enfin bref. Sinon, sur Disney+, il y a, alors non seulement il y a Andor qui passe en ce moment, la saison 2 de Andor, qui est, à mon avis, la meilleure chose qui est sortie des usines Star Wars depuis la trilogie originale. C'est fabuleux, j'adore, j'avais déjà adoré la première saison, la deuxième, c'est encore mieux. Mieux que Mandalorian? Oh, beaucoup mieux que Mandalorian, c'est fun, mais c'est fun, c'est léger, c'est cool. Andor, c'est un autre niveau, là. Ah c'est ouais? un autre niveau, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien mis en scène. C'est juste fabuleux, j'adore. Il y a un truc particulier avec la saison 2, c'est qu'en fait, ils avaient le projet de faire 5 saisons au total. Et puis qu'en fait, donc, ils ont fait la première saison, ils ont passé le temps qu'il fallait pour... Enfin, ils se sont dit, si on prend le temps que ça nous a pris à faire cette première saison, au bout des 5, dans 10 ans, on y est encore. Fait qu'ils ont choisi, avec les 4 saisons qui restaient, de condenser ça en une seule saison. Wow. Fait que dans la saison 2, ils y vont par arc de 3 épisodes. En fait, ils ont comme, si tu veux, compressé l'arc dramatique de chacune des ce qui était prévu pour chacune des saisons en 3 épisodes à chaque fois. Donc là, on une en est... mauvaise idée, ça, en partant, là, pour tout le monde qui écrit, en général. là. C'est une mauvaise? Non, c'est pas une mauvaise idée. c'est pas une mauvaise en général, idée, on water down nos idées, là, on compresse. Ouais. Peut-être que ça peut amener du bon. Fait que là. ça donne quelque chose de concis, de dynamique. Mais, de- mais des fois, tu manques pas... Écoute, à date, moi, ce que je vois, c'est extrêmement maîtrisé. Puis, franchement, c'est de la grande qualité. Je recommande. J'ai hâte que... On a dit qu'on allait démarrer un arc Star Wars. On va voir comment on va faire ça, comment on le structure et tout. Mais j'aimerais vraiment qu'on en parle de ce truc-là parce que c'est juste fabuleux. Là, en ce moment-là, on est dans le 3e arc donc, on est à l'épisode 7, 8, 9. C'est les derniers qui sont sortis, là. Ils sortent par 3 épisodes. Et c'était juste magistral, quoi. J'avais les larmes aux yeux à la fin de l'épisode 8. Là, il se passe des trucs, mais qui sont émotionnellement tellement chargés, quoi. C'était fou, là. C'était Puis, complètement rappelle-moi, Andor, c'est avant Andor, ça épisode se passe... 4, en fait, c'est, en gros, après épisode 3. en gros, c'est la construction de la résistance, quoi.
C'est ça, donc c'est C'est entre ça, 3 et 4. c'est toutes ces petites poches de résistance un peu partout dans la galaxie qui finissent par se rallier, en fait. C'est tout ce processus-là que ça raconte à travers, donc c'est même à avant travers le... Rogue One jusqu'à un certain moment, parce que Rogue One est En fait, juste avant l'épisode 4. Rogue One, c'est l'aboutissement de Andor. Enfin, je pense que ce qui nous reste là de Andor, les 3 derniers épisodes, ça va nous amener droit vers Rogue One. Ouais, leur trip, c'est de faire les liens qui manquaient jusque-là. Et franchement, là, c'est du... Enfin, j'adore, quoi, j'adore. Puis c'est marrant parce que c'est du Star Wars, mais c'est pas du Star Wars comme on a l'habitude. Quoique là, plus on se rapproche, plus on sent le Star Wars qu'on connaît. Mais c'est génial, c'est vraiment... c'est tout le... C'est diffusé où C'est sur Disney+. Bien sûr, Disney, ouais. Ouais, c'est sur Disney+. Et d'ailleurs, enfin, il y a des aspects politiques de la série qui sont étonnants avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, là, qu'il y a un tel discours, tu sais, parce que ça parle vraiment de l'oppression et de la résistance face à l'oppression et face à la montée d'un gouvernement autoritaire. Et quand tu vois ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, là, tu peux pas t'empêcher de faire un lien, tu sais. Et je trouve ça fou que sur Disney+, il y ait un truc tellement engagé, quoi. Et Ben non, Disney sont super engagés, non? Écoute, je sais pas, tu sais, les grosses corporations, elles ont tendance à pencher du côté de là, mais bon, on va pas rentrer dans la politique, non, là, mais... Je peux te dire, pour avoir suivi quand même la politique de droite, Ouais. Disney, c'est vraiment la tête de turc de tous les commentateurs de droite. Là. Ils détestent Disney. Là. Ah ouais? Ah oui, Disney, Okay, c'est woke au bout. Mais techniquement, ils sont propriétaires. C'est le summum du woke. Là. Mais ils sont propriétaires de Fox quand même. Ouais. Just saying. Pas vrai? Oui, dans la contradiction, oui. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Disney ne sont pas vus comme... des gens de droite sont vus comme le vieux Hollywood qui essaie de dénoncer des choses puis qui en mettent dans leurs œuvres à machin. Mais ils ont acheté Fox à quelque part dans l'eau. Là, ils l'ont peut-être directement... Mais pourquoi ils gardent Fox News? C'est toute la même entité, ça, ce qui était la 20th Century Fox. Ça vient tout en... Oui, ils ont acheté 20th Century Fox pour les IP comme Alien puis machin. Puis Predator et tous ces trucs-là, ouais. C'est ça. Il y en a beaucoup. Puis ça vient avec Fox News. Malheureusement. Mais tu vois que ça fait partie du truc. Okay, ouais. Mais ça a le même nom. J'ai toujours demandé. Ils pourraient même le vendre séparément. Je ne sais même pas ça, c'est une option. Là, mais oui, ils sont pognés avec, ils sont sur la même joute, mais ils n'ont pas la même idéo. Enfin, en tout cas, si on a l'occasion d'en parler une fois, j'ai hâte que vous la voyiez, qu'on puisse en discuter, là, parce que je trouve ça assez fou, quoi. Puis 2 autres petites choses qu'il y a aussi sur Disney+. Il y a une série documentaire qui s'appelle Light and Magic, puis qui raconte comment est né Industrial Light and Magic, qui est la boîte d'effets spéciaux qui a été créée au moment de la création de Star Wars. On ne sort pas de Star Wars. Puis c'est super intéressant, c'est vraiment... c'est tout comment c'est arrivé. Là, c'est vraiment parce qu'il fallait inventer des trucs. Ils ont créé par besoin, puis c'est devenu une référence après. Et à chaque fois, en fait, chaque étape qu'ils ont passée... Chaque fois, ils se sont surpassés, ils ont trouvé des trucs nouveaux, parce que c'était eux à chaque fois, quoi. Les dinosaures de Jurassic Park, à chaque fois, c'était eux qui étaient des pionniers, parce qu'on leur demandait des trucs qu'ils n'avaient jamais fait avant, puis à chaque fois, ils ont trouvé le moyen. Enfin, c'est super intéressant. Il y a ça, puis aussi, il y a un autre petit documentaire, aussi sur Disney+. Et ça s'appelle Music by John Williams. Puis moi, je suis un amoureux des musiques de John Williams. Et donc, je voulais juste en parler comme ça, parce que j'ai vu ça l'autre fois, je voyageais en avion, puis je l'avais downloadé, puis c'est juste un plaisir à voir. C'est pas le meilleur documentaire de l'histoire des documentaires, là. C'est très standard, il y a beaucoup de gens qui parlent « Oh, c'est le meilleur, oh, c'est le plus grand, aussi, oh, ça ». Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est surtout le voir travailler, être un petit peu plus près de lui, puis de le voir, tu sais, de la manière dont il conçoit les choses, comment il cherche, comment il s'inspire, puis c'est un personnage qui a l'air... juste adorable, et puis c'est juste un génie de la musique, quoi. Enfin, le nombre incalculable de soundtracks qu'il a fait qui sont devenus... Il est clairement numéro 1, il n'y a personne il y a que lui, qui est en avant de lui. Là. Il n'y a que lui qui fait ça. Il a redéfini la musique du cinéma de la fin du 20e siècle. Exact. Donc voilà, c'était mes petites plugs. Music by John Williams, Light and Magic. 4 plugs, Nick. Donc je pense je pense qu'on va mettre un cap sur le nombre de plugs qu'on peut mettre. Donc moi puis Olivier, 1. J'ai été un peu fort, c'est vrai. 2, 3 max. Pas 4. Je me tais. Bon, allez, on passe. On passe au film. On passe au film. Go! Max Wren is a victim. I woke up with a headache. He has been exposed to Videodrome. I'd been hallucinating for a while, ever since... What? Since I first saw Videodrome.
I think that massive doses of Videodrome signal will ultimately produce and control hallucination to the point that it will change human reality. Videodrome is seducing Max Wren. Come to me now. Come to Nikki. And Max Wren can do nothing to stop it. Voilà, alors aujourd'hui pour accompagner le film, on boit un petit rouge qui est fort sympathique que Olivier nous a amené, qui s'appelle Crack Boom Bu. J'aime beaucoup ce petit... Ça va bien avec le film, parce que c'est un film très crap, boum bu. Ouais, définitivement. Voilà, et puis c'est un vin français, un vin bio français qui est très bon. Et voilà, un petit rouge sympa pour accompagner la discussion. Alors, mais je l'aime beaucoup, moi, ce vin-là, c'est mon genre de vin. Et on vous rappelle qu'on essaie toujours de trouver un thème entre le film et le vin, puis des fois, ça fait exploser le cerveau des gens à la SAQ qui essaient de nous aider là-dedans. Puis pour en rajouter une couche, ça, c'est un vin qui avait été acheté pour l'autre épisode précédent où on parlait de Strange Days et qui fait autant, finalement, pour ce film que l'autre. Ouais, c'est vrai. Ça. On est chanceux. Ouais. Alors, un petit résumé. Max Wren, directeur d'une chaîne de télévision torontoise en quête de contenu toujours plus provoquant, découvre un jour Videodrome, une mystérieuse émission pirate aux images violentes et hypnotiques. Fasciné, il se laisse entraîner dans un univers où les frontières entre la réalité, la technologie et la psyché s'effacent peu à peu. Mais plus il s'enfonce, plus la transformation devient physique et irréversible. Voilà, donc ce film Videodrome de Cronenberg, quand c'est que vous l'avez vu, vous autres? Quand est-ce que tu l'as vu pour la première fois, toi? Moi, ça fait longtemps. C'est un film que j'ai vu il y a très longtemps. C'est un film... Moi, j'ai eu une passe Cronenberg. Là. J'ai une passe, puis ça a commencé... J'ai l'impression que Videodrome, c'est le film que j'ai... C'est le genre de film, quand j'avais dans le début de ma vingtaine, là, qui m'a fait là, comme... exploser un peu les neurones par rapport au possible du cinéma. J'ai souvenir, je faisais un petit peu l'espèce de chronologie des films que j'avais vus de Cronenberg. J'étais comme, voyons, je pense avoir vu en premier Scanner ou Rage, ou les deux, un après l'autre, dans le style avec des amis, films cultes, ou qui passaient à la TV tard le soir. Là. J'étais bien fille qui écoutait des trucs tard en Scanner, soirée. je passais toujours à TQS à minuit ou à 11h. Genre, j'ai comme l'impression de l'avoir pas vu deux fois le samedi ou à chaque année. J'ai comme souvenir d'avoir vu des bouts de Scanner. Ben, c'est ça. J'ai vu de bouts de Scanner puis d'avoir vu Rage au complet. Puis après ça, je pense que j'ai vu The Fly. OK, quand c'est sorti. C'était plus grand public. Ça passait à 8h le soir, le samedi. Puis The Fly, j'avais vraiment aimé. Tu l'avais pas vu au cinéma, The Fly? Oui, probablement. Là, je l'ai vu quand c'est sorti. Là. Okay. Peut-être soit au club vidéo quand ça venait de sortir plus qu'au cinéma. Mais peut-être que je l'avais vu au cinéma. Mais c'est genre au Palace, là, un petit cinéma de Montréal là, qu'on avait à l'époque, qui a disparu. Puis, puis je crois que celui d'après, ça a été Videodrome. Des films de Cronenberg que j'ai vus. Puis ça m'avait vraiment fait un effet monstre à l'époque. À l'époque, pour moi, c'était le film bizarre par excellence, un objet difficile à saisir, mais quand j'étais sortie de là, j'avais comme « wow », c'est comme une expérience. En fait, c'est vivre une expérience dans ce film-là que j'ai comme souvenir. Puis t'avais aimé ça à l'époque? Ah oui, à l'époque. Ben oui, à l'époque, moi, j'étais très contre-culture, underground, gothique, alternative. Je me tenais, tu sais, avant on s'appelait les alternes, mais aujourd'hui c'est les gothiques. Là. Je me tenais avec la crowd punk, je sortais au Faux-Fun électrique. Ouais, ben tu sais, c'était tout le techno-industriel qui commençait. J'écoutais ça, tu sais, j'étais vraiment... Moi, c'était ça, là, c'était là-dedans que je baignais. Là. J'étais la petite fille sage de toutes ces gangs de bombes-là. J'étais vraiment la petite fille studieuse qui était bonne à l'école. Puis comme le week-end, je sortais dans des espèces de parties weird avec du monde qui avait des mohawks puis des affaires de même, là. Tu sais, ouais. Mais donc, c'est sûr que ça pouvait me plaire parce qu'il y a quelque chose, effectivement, de très underground, très... choquant d'une certaine façon, là, très anti plein de choses. Puis voilà, on va en parler plus, là, mais voilà. Toi, Olivier, t'avais vu ça à la sortie? Ou... Non, je suis trop jeune pour l'avoir vu à la sortie directement. Tu as dit 83? C'est 83. Ouais, non, j'avais 3 ans. Fait que le premier film que j'ai vu de ma vie, c'était E.T. en 82. Le premier? Oui. Ben, E.T., il y en a eu juste un.
Oui, non, je voulais te dire que c'était ça ton... Oui, c'est ça. Puis je suis revenu probablement... Mon premier souvenir d'être humain, c'est d'être revenu sur le siège arrière de la voiture en me suçant le pouce en position fétale. L'année d'après, on m'a amené voir Le Retour du Jedi. Là, j'ai le plus beau premier souvenir post-traumatisme de ma vie. Puis, fait que non, 86, c'était trop tôt. Fait que je l'ai vu en 83. 86, c'est The Fly, je pense. C'est 86, The Fly. J'ai pas vérifié. C'est tous des films qui étaient trop vieux pour moi. Fait que je les ai vus soit à la télévision, The Fly, c'est sûr que c'était à la télé, mais Vidéodrome, c'est sûr que je l'ai loué en cassette quand j'ai commencé à triper sur le cinéma comme potentiel créateur, machin. Fait que je l'ai loué de ma bonne volonté à 25 ans, peut-être. Fait que je l'ai vu sur le tard. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a scotché pas mal. Je l'ai vu en DVD. Là, à 83 non plus. Là, moi, je ne l'ai pas vu à la sortie. Là, je l'ai vu plus tard. Puis là, je vois The Fly 86. 86, j'étais trop jeune pour l'avoir vu au cinéma. Là, je l'ai vu en 86, j'avais quoi? J'avais 86, j'avais 13 ans. Là, donc, Mais à cette époque-là, moi, avant de voir Vidéodrome, j'avais vu la Mouche, j'avais vu Scanners, j'avais vu probablement un autre ou deux sans savoir que c'était du Cronenberg, sans savoir c'était qui Cronenberg, puis sans savoir c'était quoi sa patente à Cronenberg. Puis là, c'est quand tu commences à catcher qu'une fois qu'il a fait une couple de films comme ça, Cronenberg, c'est quoi sa patente. Puis là, tu peux même retourner en arrière de ses films les plus choquants ou les plus organiques, on va dire, ou les plus violents, tout dépendant de sa passe, puis tu fais « Ah, OK, je comprends comment ce film-là est important dans son processus. » Mais oui, j'étais déjà, je pense, un cinéphile averti quand j'ai vu ça. Puis je pense que je l'ai plus aimé la première fois que je l'ai vu que la dernière fois que je l'ai vu. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais finir là-dessus. Il y a avant-hier. Moi, j'ai un peu de mal à me rappeler quand je l'ai vu la première fois, mais je sais que c'était en cassette vidéo. Et je sais qu'à l'époque, c'était quand j'avais rencontré ma bande de potes à Genève. Puis eux, ils étaient très branchés, films de genre, effets spéciaux, maquillage, machin, tout ça. Puis eux, ça les faisait triper, là, ce genre de trucs-là, tu sais. Ça parlait de scanners, tout ça, etc. Puis moi, j'étais pas... Moi, j'aimais bien j'aimais bien certains films de genre, mais dès que c'était un peu trop gore, un peu trop trash, là, c'était pas trop mon truc. Fait que j'ai mis du temps, en fait, avant de le voir, celui-là. Tu sais, je sais que ça et Scanners, j'ai mis du temps. Je pense qu'un des premiers Cronenberg que j'ai vu, ça doit être The Dead Zone. Qui était avant La Mouche, si je me trompe pas. Peut-être 84, comme ça. Même 80, 81, peut-être. Même. Non, avant Vidéodrome. Je pourrais pas dire, mais début 80. Je l'ai pas sous les yeux. 83, ça a été fait... c'était en même temps. Ben, c'est probablement après. Je pense que ça a été fait après. Quand même prolifique. Vidéodrome, on va en parler, mais Vidéodrome, ça a été tourné en 81 et 2. Enfin, c'était prévu de sortir en 82, je crois, mais je ne sais plus pour quelle raison ça a été repoussé. Donc c'est sorti en même temps. Ben, la même année, mais je pense que... Même année de sortie, mais pas la même année de fabrication, là, certainement. C'est ça. Ça allait bien, ces affaires à M. Cronenberg à cette époque. Ils tournaient un sur l'autre. Donc, Dead Zone qui était beaucoup plus accessible, puis ça, c'était un genre qui me plaisait vachement plus, quoi. Et puis, La Mouche, je sais que je l'ai vu en salle, j'avais 18 ans, je l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu à la sortie, puis après je l'ai revu plusieurs fois en vidéo, mais ouais, je me rappelle qu'il y avait aussi, dans ces années 80, là, au début des années 80, tout ça, je me rappelle de cette espèce de... Il y avait le snuff movie, on en parlait beaucoup. C'était comme le truc un peu genre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du faux? Il y avait certaines cassettes vidéo qui étaient soi-disant interdite. Il y avait le film Cannibal Holocaust dont tout le monde parlait, où il disait « Ouais, c'est un vrai truc. » Ouais, ou ces trucs... Ouais, Face à la mort, c'est venu après, non? C'était plus tard, ouais, peut-être une couple d'années après. Mais ça a choqué le monde de la même façon, parce que là, on avait accès aux images. Un mec qui est parti dans la jungle, puis qui a tourné ça avec... puis c'était tourné en 16 mm, cracra, là, à l'époque, tu sais. Puis donc, tout le monde disait « C'est du vrai, c'est pas du faux. » Puis, donc, il y avait tout ce truc du snuff movie. Maintenant, on est blasé, on a le dark web. Les Witch Project, c'est arrivé pour de vrai. Maintenant, il y a plein de trucs pour... On sait que c'est du vrai, c'est sur le dark web, on ne veut pas en entendre parler. Fait que c'est ça. Mais je sais que quand j'ai fini par le voir, c'est pas le genre de film qui me plaît. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça m'a pas parlé plus que ça, je dirais. J'étais peut-être probablement pas assez... Je te rappelle. Bien que j'avais l'âge, j'étais probablement pas assez mature. Je m'intéressais à un cinéma plus
grand public, plus... Juste te dire plus soft. qu'au dernier épisode, on t'a donné 3 choix de films. C'est toi qui as choisi Oui, celui-là. c'est toi qui as choisi. Donc, je veux savoir pourquoi, après ce que tu viens de nous dire. Mais non, parce que je voulais ça m'intéressait de le revoir parce que justement, c'est pas un film qui a priori me parle, mais je sais que c'est un film important. On peut rentrer dedans là parce qu'on y est là, mais je veux dire. On dit legacy en anglais là. Il y a Ouais. Oui. Ok, ce film ouvert la porte à autre chose. Ouais. Je pense que à le revoir aujourd'hui. Je vais pas dire que c'est un film que j'adore. Enfin, c'est pas le genre de film qui vient me chercher et tout, mais je vois le côté un peu prophétique du film, tu sais, dans le sens où tu le regardes aujourd'hui, il y a un truc très ouais, c'est ça. Et je veux dire, c'est comme si il avait déjà tout compris par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Disons-le, le film était en avance sur son temps au niveau du thème, mais peut-être pas au niveau de l'exécution. Des cassettes dans le ventre, là, je veux dire. Mais c'est prophétique dans le sens où... je veux dire, l'impact de la télévision, que la télévision a eu, depuis la création de la télévision, je veux dire, il y a eu un essor, un boom. Maintenant, avec le fait que tout le monde a un écran devant sa face tous les jours. Non, mais aussi, c'est l'effet transformateur d'écouter le Vidéodrome. T'sais, quand tu écoutes cette technologie-là, ça te rentre dedans, ça te transforme, ça te fait halluciner, puis tu perds un sens de la réalité. Puis c'est certain qu'en le revoyant aujourd'hui, j'ai fait, mon Dieu, on est c'est comme les médias sociaux, ce que ça peut nous faire d'être complètement pris. C'est tellement accro, puis à un moment donné, tu deviens comme dans une espèce d'état que tu es toujours sur ton espèce de téléphone, à regarder les vidéos style TikTok. Tu veux plus décrocher. Tu veux plus raccrocher à la réalité. Tu es dans cette espèce de réalité alternative. Exact. Donc, dans ce sens-là, mais avant ça, il y avait quelque chose. C'est les médias. Le gars, avant de rencontrer Vidéodrome, il est blasé. Il n'y a rien qui trouve... C'est ça. Il n'y a rien qui l'excite. Il n'y a plus rien qui le divertit. Il n'y a plus rien qui le stimule. Puis là, quand il tombe là-dessus, oups, là, il va là-dedans. Mais c'est le chemin où on est tous passés par là dans les 20 dernières années. On est blasé jusqu'à la prochaine truc un peu over the top qui arrive puis qui nous fend le cerveau en deux, on va dire. Là. Mais il y a toujours quelque chose de plus qui arrive après puis après. Donc, prophétique dans ce sens-là, oui, définitivement. Mais là, c'est la version BB82. Il ne faut pas imaginer où on serait aujourd'hui. C'est sûr. Ce film-là, il est fait... J'ai remarqué qu'il était 1 an avant Neuromancer, qui est le livre Cyberpunk. Donc, c'est le livre qui a lancé le Cyberpunk, c'est Neuromancer. Puis c'est quand même assez connu là, que Neuromancer, puis je trouve que... De William Gibson, qu'on a référencé un paquet de fois. Il y a quelque chose de Cyberpunk aussi. Je me suis vraiment dit, j'ai l'impression que William Gibson a vu Vidéodrome parce que il y a une parenté aussi dans le fait que dans Neuromancer, tu te branches des choses dans la tête, tu te retrouves transformé pour rentrer dans l'espèce de matrice qui est cette espèce qui est l'Internet, là, qui est le cyberspace, en fait. Puis, je pense que c'est comme ça qu'il l'appelle, puis c'est ça qui a donné le nom cyberspace. J'ai oublié, là, excusez-moi, les fans de William Gibson, là, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais il rentre dans cette espèce d'endroit-là, mais il y a quelque chose qui est lié à ton corps, là, t'es transformé, puis il y a quelque chose qui te pénètre même à l'intérieur, là, qui rentre dans ton cerveau, dans ce cas-là. Donc, c'était intéressant de voir à quel point c'était de son époque, là, précurseur, c'était vraiment avant-gardiste. Puis c'est sûr, quand on la regarde aujourd'hui, on est un peu c'est quoi cette bébelle-là, un petit peu gluante puis weird que je suis en train de regarder, là. Mais ça rentrait là, vraiment dans le dash là, à l'époque, quoi, pour prendre une bonne expression de chez nous. Imagine que tu n'as jamais vraiment été sur Internet, puis là, quelqu'un qui se fait mettre une cassette Betamax direct dans l'estomac. C'est quand même pas pire. Je veux dire, comme image de... Parce que c'est une métaphore, là. Je veux dire, c'est pas arrivé pour de vrai. C'est ce que le produit... C'est ce que le produit fait pour te rendre dépendant de lui. Il vient jusqu'à l'intérieur de tes tripes, puis là, tu peux plus t'en passer. Fait que oui, c'est que une... Puis pour ça, le film est magique, mais son imagerie qui date... Ça a l'air un peu quétaine. Ouais, mais le début est quétaine. Pour l'époque, c'était fou, là. Je veux dire, mais 83, ça fait 25 plus 17, 30, hein? 25 plus... Attends, 83, 17. Mon Dieu, plus vieux que moi. 27. Qui a 42 ans. 52.
Non, c'est mauvais calcul. C'est à 42. Ça fait 42 ans, ce film-là. Presque 50. Il faut le faire pareil. Oui. Mais c'est ça. Je sais pas, tu sais, je veux dire, moi, j'ai trouvé le début quétaine, mais je pense que c'était voulu, là. Il y avait un petit ton c'était un petit peu over the top. Tu sais, le personnage joué par Debbie Harry, là, qui est comme full masochiste, c'était over the top masochiste, là. Tu sais, il y avait comme quelque chose un petit peu... c'est dans la caricature. C'était provocateur, là, tu sais, c'était comme le... Mais les réalisateurs, à l'époque, ils faisaient beaucoup ça. Si tu regardes, mettons, Total Recall, le début, c'est aussi quétaine puis aussi masochiste. Puis ça, c'est... comment il s'appelle le réalisateur, là, son nom? C'est Verhoeven, non? Verhoeven. Puis lui, il allait dans la satire plus dans le tapis que genre personne en général. Je pense que les gens, à chaque fois, ils disent « Ah non, il fait un film super sérieux, c'est un gros film d'action, il fait Robocop, il fait Total Recall, il fait Starship Troopers. » Mais non, à chaque fois, c'est comme la plus grosse satire. C'est ça, c'est une satire. La plus grasse, là. Mais c'est la même chose. C'est ça. Moi, je vois la satire. Tu sais, les Japonais qui essayent de vendre leur espèce de truc pornographique, la fille qui vend une espèce de truc super quétaine, il y a beaucoup de comiques là-dedans. C'est over the top. T'es supposé rire, pas trouver ça le fun. Non, je pense que c'est ça. Ils cherchent à ridiculiser le monde, ce monde-là, ces gens-là, cette espèce de voilà. Là, le moment le plus drôle, c'est quand ils fouettent le poste télé, là. Oui, tu sais, c'est ça. Il y a de l'humour, là. Je me suis marré, là, franchement. Heureusement, il y a ces petits instants d'humour comme ça, mais sinon, il y a un truc glauque et gluant. Et... Oui. Mais c'est la texture, c'est que je tourne la vidéo en film. Fait que je prends de la texture sur de la texture pour te montrer une autre texture qui est les deux mélangés. Des fois, il fait le contraire. Quand il y a la télé qui gonfle à un moment donné, là, dans le trip, là, vers peut-être 1 heure dans le film, là, c'est une projection intérieure dans la télé qui est de la télé transférée en film, projetée en film, filmée comme si c'était une télé par du film. Mané, là, il veut que c'est plus organique que ça, tu meurs, là, je veux dire. Bon, lui, c'est son trademark, là, oui. de rentrer là-dedans, puis les textures, et puis les trucs. Faut que ça coule. Et puis, faut que ça dégouline, Ouais. Mais tu vois, là où... En fait, il faut que ça soit mou, puis que c'est comme t'as une espèce de... Tu sais, la cassette, à un moment donné, qui donne dans le délire, là, qui est toute comme molle, là. Elle respire. Ça ressemble... Oui, elle respire. C'est comme... Ça ramène... Existence, c'était ça, là. Ben, le gun, quand sa main devient fusionne avec le gun, ça, c'est Existence à 2000... C'est le prochain... Je me dis, là, il a fait Existence juste après, parce que c'est l'idée directrice. Non, c'était 10 ans plus tard. Mais il a trippé sur ce moment-là, puis il l'a refait pendant 2 heures sur un autre truc. Fait que la fusion de l'organicité entre le métal, le vrai, le pas vrai. Ben, est-ce que c'est est-ce que c'est Cronenberg à qui on attribue la naissance du body horror? Parce que c'est à ce point-là, le body horror étant cette fusion-là, c'est la transformation d'un corps, c'est... Bon, peut-être qu'on pourrait ramener ça à Kafka avec la métamorphose. H.R. Giger avec son... comment il appelait, lui, son biomécanisme? Ah, le biomécanisme. Oui, c'est aussi c'est une autre version de la même fusion. Là, mais Giger, c'est ça, c'est à peu près en c'est du métal avec de l'organique. C'est les années 60. Fin 70, début 80. Ouais. C'est à peu près en même temps. Mais au cinéma, je veux dire au cinéma, là, ça se fait quand même. Non, mais dans l'art de Giger, ça date un peu avant. Je suis d'accord, tu sais, je veux dire, ramenons ça à la métamorphose là, de Kafka, là, qui s'est transformé en coquerelle, là, donc on peut aller chercher jusque-là, mais au cinéma, en termes de cinéma, je pense que c'est de façon aussi évidente, c'est lui qui a amené ça. Oui. Il y en a d'autres qui l'ont suivi après, parce que même Genet a suivi un peu là-dedans, en version plus gentille, mais... Quand on a demandé à Genet de faire son Alien, tu peux faire des parallèles. Là. Ah oui, à cause du clonage puis tout. Ben, entre autres. Ça, c'est juste un exemple. Mais après ça, tout le monde a trouvé ça extraordinaire de dire, OK, avec le cinéma, on peut... on n'est pas juste... la direction artistique d'un film n'est pas juste obligée de montrer des costumes puis des effets spéciaux. Elle peut nous montrer des trucs qu'on n'a jamais vus avant, qu'on avait peut-être vus en BD, en animé, en je sais pas quoi. En peinture, justement, Giger. Mais là, on le voit au cinéma, puis ça bouge, ça respire. Peut-être que ça nous traumatise plus. Scanner, je me rappelle plus très bien, mais c'était moins... Là, on parlait c'était des pouvoirs télékinésiques, enfin des pouvoirs... C'était un autre truc. Là, on n'était pas dans le body horror. Je veux dire, oui, il y avait des têtes qui explosent et des machins, mais... Oui, mais ça arrivait 2 fois dans le film. Là. OK, mais on n'était pas dans le body horror, c'était pas encore ça. J'ai juste à dire que le mot body horror a été premièrement utilisé par Philip Bromfy dans un article de 1983.
OK. The horribility, the textuality of the contemporary horror film. Donc, peut-être que Cronenberg n'était pas le seul à jouer là-dedans, mais c'est clairement en 83. Donc, la coïncidence est quand même... Ouais. Donc, c'est quand même une notion qui est née comme un terme en 83, l'année de Vidéodrome. Donc, on va le donner à Cronenberg, celle-là. Ouais, OK, ouais. Bien que je me sente un peu comme le personnage là, où je comprends rien à ce qui se passe. Je comprends un peu rien à ce qui se passe. Il y a des trucs que je comprends pas. Mais Tu comprends pas ce qui se passe dans le film? Non, mais c'est fait pour que tu sois jamais sûr si c'est la réalité ou la fiction. Non, clairement, on est dans c'est comme Total Recall. Tu sais pas si t'es dans une hallucination ou t'es dans la... C'est plus clair que tu dois pas savoir. Total Recall, tu peux acheter la fiction jusqu'à la fin, puis là, tu doutes à cause de la prémisse. Là, tout le long, c'est peut-être ça le grand... plus du film, c'est que tu sais jamais... Tu sais jamais si t'es dans une hallucination. Moi, j'ai le feeling qu'il est dans l'hallucination parce qu'il n'a jamais enlevé son petit casque. Puis il se passe des choses, c'est comme... C'est des hallucinations jusqu'à la fin, là. Ouais. Moi, mon feeling, à partir du moment qu'il met le casque... Puis peut-être même avant... celle-là, en fait, c'est ça. Puis peut-être même avant, dans ma tête... Oui, mais c'est le principe de Total Recall. C'est exactement ça dans Total Recall. Mais le casque, on le voit enlever, mais est-ce que c'est l'hallucination? Ouais, est-ce qu'il reste dans la... Mais moi, je pense même que tout le film, à partir du moment qu'il regarde Vidéodrome, devient une hallucination. C'est ce que le film dit. Parce que tout est bizarre, là. Mais je veux dire, le spectateur lui-même est engagé parce que, je veux dire, la première image que tu vois, c'est l'image télé avec la neige, la neige du signal, là. Et puis le logo Vidéodrome, et puis tu es en train de voir un programme de Vidéodrome. Donc c'est comme si toi-même... En tant que spectateur, tu es spectateur de cette chaîne, puis tu deviens... Tu te fais servir la t'as ton cerveau qui devient instantanément... t'as la tumeur au cerveau qui grandit. Est-ce que ça veut dire que depuis que j'ai écouté Vidéodrome pour la première fois, je ne suis pas dans la réalité? Exactement. On va se réveiller après le podcast. Voilà. On a réussi à sortir. Mais je ne serais pas fâchée de me retrouver à 20 ans. C'est marrant parce que aujourd'hui, j'ai vu les 2 premiers épisodes de la série Severance. Vous avez vu ça? Ben oui. La saison 2, tu veux dire? Ou la saison 1? J'ai jamais vu la saison 1. J'ai écouté au complet. Toi, tu l'as écouté? J'ai écouté la saison 1 complète. Puis après une pause un peu trop longue, j'ai commencé la saison 2 alors que j'avais oublié ce que j'aurais pas dû. Fait que j'étais un peu mêlé. Mais oui. Moi, j'ai pas écouté la saison 2 encore, mais j'ai adoré la saison 1. Ouais, moi, la saison 1 est superbe. Moi, je viens de voir les 2 premiers de la saison 1, là. Parce que, à force d'entendre dire que c'est super bon, et puis il y a même quelqu'un, un de nos auditeurs, qui nous a suggéré d'en faire un épisode, peut-être? Sur Severance, Sur Severance, ouais, c'est très bon. C'est vraiment une bonne idée, en fait. Donc, tu sais pourquoi pas, là? Malheureusement, j'ai pas son nom sous les yeux, là, cette personne, mais en tout cas, merci du tuyau. Effectivement, on entend partout que c'est super, puis je dois dire que j'aime... je fais le parallèle parce que là aussi, il y a un truc qu'on leur met dans le cerveau. Enfin, je ne vais pas en dire trop pour ceux qui n'auraient pas vu la série, mais c'est vraiment au tout début, là. Mais ouais, on touche un peu à ça aussi. Il y a une espèce de... Il y a quelque chose qu'on te met dans la tête qui provoque une perte de mémoire, ou une hallucination. Transforme ta perception de la réalité. Exactement. Mais c'est ce que Cronenberg fait tout le temps jusqu'à un certain point. Il aime ça te faire douter. Ouais. Parce que tu questionnes les choses. Hein. Dans celui-là, je pense que c'est après, tu as ces films t'as ces films mainstream comme Dead Zone ou comme The Fly, où la transformation, tu la vois, mais c'est beaucoup plus straightforward. Il y en a eu d'autres, même un film mainstream, on pourrait dire Spider. Ouais, j'ai vu ça au cinéma. C'est vraiment difficile à écouter. Spider Existent, Naked Lunch, c'est clairement des délires. Là. Oui. De A à Z. Ces films-là m'ont traumatisé les 3. Spider, c'est parce que t'es dans la tête d'un fou furieux à l'asile. Excusez-moi les mots, c'est pas les bons. D'un schizophrène paranoïaque. Pendant une crise sévère. Okay. Puis là, tu suis cette crise-là. Puis écoute, c'est qui l'acteur principal, c'est... Raffin. C'est Raffin qui fait une performance extraordinaire. Je suis allé voir ça avec mon père au cinéma. J'avais 13 ans. Je choisis ça de même en me disant, je connais Cronenberg. Lui, il a fait comme les yeux, les grands. Il fait comme, mais qu'est-ce...
qu'est-ce que tu m'as amené voir, mon fils? T'es-tu encore un être humain? Je veux dire, faut que je t'amène te faire, faire un exorciste, là, tu sais. J'avoue que les films de Cronenberg en particulier, en particulier, je dirais Naked Lunch. Naked Lunch, tabarnak. Naked Lunch a vraiment haut de la C'était pas liste. ça à 12 ans, là. Et Vidéodrome et voyons, Existence, puis ça, là, c'est pas des films à voir avec ses parents. Non. Clairement, là. Non, puis je trouve que c'est pas des films à voir ses parents parce qu'il y a un lien aussi avec, je dirais, ce que Cronenberg va chercher aussi, c'est dans des fantasmes, tu sais. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de discussions à pas avoir en famille, nécessairement. Oui, t'as pas envie de voir ce genre. Mais Crash aussi, on a oublié de parler de Crash. Crash aussi, c'est un film très body horror, très transformation du corps, très pas clair, on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qu'on voit, puis très érotique. Vidéodrome est très érotique aussi. Beaucoup de sexe, Naked Lunch aussi. C'est pas directement érotique, c'est érotico-violenceau. Érotique dans le sens... C'est sadomaso jusqu'à un certain point. De quoi tu parles de Crash? Non, on va jusqu'à Vidéodrome, c'est de l'automutilation. C'est du monde qui aime avoir mal. Là. Oui, mais c'est lié à une pratique sexuelle. Là. Ils le font en le faisant l'amour, ça l'excite. C'est purement... Il y a une représentation du désir, puis d'une sorte de... qui est lié au mal aussi, là, il y a la pornographie, ils cherchent des trucs pornographiques, donc je pense que le sexe est présent dans... puis tous les symboles, le truc, la pénétration du ventre. Oui, c'est ça. C'est comme un vagin qui se fait pénétrer. Ce film-là, aujourd'hui, il pourrait jamais se faire, ne serait-ce que par les images de Vidéodrome qui disent genre, OK, c'est du snuff. Là, on en parlait avant l'enregistrement, le snuff... pendant longtemps, le monde se demandait si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est devenu une fascination. C'est devenu un mythe. Puis il y a plein de films qui ont parlé de ça, comme 8 mm avec Nicolas Cage, qui cherchait le snuff movie, machin. Pourtant, c'était un gros film commercial, mais là-dedans, c'est comme le gars, sa fascination, c'est du snuff. Il s'en fout de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et lui, il dit, on devrait même le produire à l'interne au bureau, ça va coûter moins cher, ça va être moins risqué, puis les filles iront pas mal, puis il y aura moins de plaster à dépenser. Et là, il se fait dire, genre, c'est du vrai, puis il fait comme, OK, je m'en crisse, c'est bon, mais que ce soit du vrai ou du faux, pour moi, c'est aussi efficace. C'est le fantasme qui compte. Mais j'avais l'impression qu'il le croyait pas, que c'était qu'il était pas si... Non, mais qu'il était pas si evil que ça, parce que, je sais pas, on vient de voir le film, là, mais j'ai pas le souvenir il y avait une réaction qui était pas... Sa réaction, c'était pas comme genre, c'est pas grave que c'est du vrai, c'était plutôt, je crois pas que c'est du vrai, ou il était un peu... Mais peu importe, c'était pas ça qui était à la base de son désir. C'était pas le fait que ça soit vrai ou pas. C'est le sentiment que ça lui procurait. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Ultimement. Oui, oui. L'excitation. Ben oui. Mais il y a quand même... En tout cas, je suis pas sûre que je veux rentrer dans une conversation sur le snuff versus... Parce que moi, personnellement, savoir que ça serait vrai couperait toute mon excitation. Mais tout le monde autour de lui dans le film capote sur le fait que ça se peut que ça soit vrai, sauf lui. C'est ça, l'affaire. C'est pour ça qu'on en parle. Ben, c'est un gros douchebag, on est d'accord, là. Au départ, là, c'est un gros douchebag. Ce personnage-là a rien de sympathique. Là. C'est un cowboy. Là. Je veux dire, il n'est pas super intéressant. C'est un homme d'affaires un peu pas très bon qui essaie de faire son vendeur de char. Puis il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas tant bon, mais il réussit quand même. Mais il n'a pas levé gros. Puis il tripe sur des affaires weird. Il ressemble à notre personnage du film d'avant, là. De Strange Days. Non, mais c'est vrai, il y a une connexion parce que dans Strange Days, tu regardes des choses qui sont... ça fait 2 films qu'on voit qu'il y a du sadomasochisme dedans puis qu'il y a de la violence. Que Strange Days n'aurait pas existé si Cronenberg n'avait pas fait ça. C'est vrai qu'il y a un lien. Il y a un lien. Ben oui, il y a un lien. Il y a comme... On n'avait pas prévu de faire une série sur le... Est-ce qu'on fait une série sur les femmes qui se font violer, tuer, torturer? C'est ça, notre... Ben, on est bien parti. On est bien parti, ça fait 2 de suite. Je pense que je comprends. Faut qu'on change, on va prendre un truc léger. OK, la prochaine fois, on fait torturer un homme, OK? C'est quoi ça va être équitable. 2 gars qui torturent... Je vais être la... C'est quoi le film de Gaspard Noé, déjà, là? Irréversible. Oh my God. Mais non, c'est pas de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction, non. Heureusement. Ça, c'est un film fucking intense aussi. Oui, mais ça, c'est je l'avais nommé au dernier... Irréversible. Au dernier podcast, là, ce mouvement-là de l'expressionnisme. Le French Extremity. Je sais plus. Extremity. Extremities. Ouais, c'est ça. Hein? J'ai plus le terme. New French Extremity. Ça, c'est un autre mouvement, mais qui... Ouais. C'est marrant parce que
pour avoir vu The Substance récemment, tu vois toutes les influences. Quand tu vois The Substance, tu vois Cronenberg, c'est gros comme. Ah, mais ça devrait être ça notre prochain. Ouais, The Substance. Ben ouais, pourquoi pas. On en reparle. On continue dans ce truc-là. On en reparlera. On en reparlera, ouais. Mais là, on n'arrête pas de dire beaucoup de positifs. Cronenberg, Amnesty, après ça, tout le monde s'est influencé de lui. Puis là, il n'y aurait pas de tel film aujourd'hui qui aurait parlé de ça. Maintenant, pour le film, pour ce qu'il est, moi, je trouve qu'il a un peu mal vieilli. C'est un peu, je disais au début. Là. Mais tu sens que c'est pas un budget énorme. Mais c'est pas ça le problème, c'est que niveau storytelling, en tout cas, moi, my take, c'est que la première heure, t'es comme absorbé dans le film, comme lui avec la cassette dans son vagin de ventre. Ouais. Puis qu'à la fin du deuxième acte, début du troisième acte, ça se gâte un peu. Quand là, il faut qu'il passe à l'action, puis qu'il tue, puis qu'il fasse quelque chose. J'ai l'impression que le film se gâte en lui-même, mais ça enlève pas tout. Je suis d'accord avec toi parce que ses motivations à lui deviennent... C'est comme s'il devient possédé, puis on perd notre personnage principal. Et voilà. Jusque-là, on avait notre personnage principal pour lequel, même si c'est un gros douchebag, on avait de l'empathie pour lui parce que c'est la fonction du cinéma. Tu sais, on voit les choses à travers lui, puis il se fait... C'est l'anti-héros, hein, c'est un anti-héros classique. Là. Ouais. Il se fait mener tout du début à la fin. C'est un film noir correct, aussi. on l'accepte. Non, mais c'est un film noir, c'est une enquête, c'est le mauvais policier, c'est le gars qui est comme mal paumé. Ça se passe dans des bureaux tout croche. Puis il y a la femme fatale qui disparaît assez vite. Qui disparaît, puis qui l'entraîne parce que il y a mais comme c'est une ça, quête du moment qu'elle disparaît, là, elle devient comme, elle a une emprise sur lui à travers la cassette ou là, il faut qu'il tue. Puis là, c'est comme plus clair, c'est quoi la motivation pour son personnage. Avant ça, il se laissait absorber. Fait qu'on pouvait le suivre. Puis là, tout d'un coup, il y a une mission qu'on comprend pas trop vient d'où. On sait pas si les méchants sont vrais, sont pas vrais, si sont une hallucination c'est aussi. même plus tellement une mission. Non, c'est ça, il est possédé. Là, c'est juste la descente aux enfers. Quoi. Il y a pas de... Mais il faut qu'il tue quelqu'un. Il tue ses partenaires. Puis après ça, il s'en va tuer Ben, en fait, il se retourne parce que la fille du docteur, là, le psychologue, là, va le manipuler pour qu'il devienne un contre-agent. Il s'en va tuer celui qui a dit tuer. Right? Puis à la fin, il est comme tout fucké puis il se suicide. T'sais? Donc, c'est... mais on sent qu'à partir du moment qu'il a commencé à tuer, on avait affaire à un zombie, là. On avait affaire à un robot, là. Il n'y a plus vraiment d'intérêt. Il n'y a plus d'agent. Il agit plus de sa propre volonté. Mais en même temps, c'est peut-être ça qu'il veut dire. C'est une gang de robots qui regardent la TV. Vous perdez votre identité, vous perdez votre autonomie, vous perdez votre capacité à... Mais en gros, tu meurs. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est une manque de maîtrise narrative de Cronenberg qui a fait exactement la même chose avec ses personnages dans des films 20 ans plus tard, puis que là, il a réussi comme il faut, comme dans History of Violence, puis des films comme ça, où tu es le personnage, puis il y a un shift de personnage à peu près au même moment dans le scénario, au deuxième pivot, puis là, le personnage qui était passif devient actif, mais là, tu le suis. Je fais la comparaison avec History of Violence parce que c'est exactement ça. Oui, mais dans History of Violence, ça marche parce qu'il veut défendre sa famille. Oui, il y a une motivation. Il y a une motivation. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'il a compris qu'il fallait qu'il écrive une motivation pour que ça marche à l'écran alors qu'il n'avait pas compris ça parce qu'il était trop jeune en 83? Ça se peut, mais oui, c'est possible. C'est un brouillon. C'est une première émotion. Ben oui, c'est possible. Les réalisateurs... En fait, il avait quel âge Cronenberg en 83? Bonne question, je ne connais pas ça. Nous, il y a 20 ans de plus que nous, à peu près. Puis bon, tu fais pas ton 8e long métrage en 83. Il y avait quand même... Puis ça, on peut en parler aussi, là, de ces early films là, qui est fait à Montréal, là, dans les tours, dans l'île des Sœurs. Ben, il y avait... quand même des trucs intéressants. En 83, il avait 40 ans. Oh! Mon Dieu, il est pas jeune, hein? Non, aujourd'hui, il est pas jeune. Il a carrément l'âge de mon papa. 82. Aïe. Ouais, un petit peu plus... Il n'a pas fait un film récemment, Cronenberg? Le dernier truc que j'ai vu de lui, c'est un court-métrage qu'il avait fait avec l'actrice québécoise. 2024, Les Linceuls. Parce que là, c'est son fils là, qui a pris la relève. Sa fille aussi. Il a fait un film en 2024. OK. Franco-canadien. On n'a pas entendu trop parler. Hein? Avec Vincent Cassel. Hein? What? Comment ça qu'on n'entend pas parler de ces choses-là? Ben, ça vous dit quelque chose, ça? Il a été présenté à Cannes. Oui, mais... Ben non, mais ça, j'avoue qu'il m'a échappé, celui-là. Là. En tout cas, vous savez que Vidéodrome fait partie de la collection Criterion des 100 films importants. Enfin, ils ont un espèce de coffret. Pas juste une édition qu'ils ont faite, mais une liste qui dit ça, c'est dans
Puis des listes de 100 films, il y en a beaucoup. Là. On s'en fait mettre dans la gorge depuis qu'on étudie en cinéma. Donc, Criterion dit que celui-là, il est plus important que la moyenne au bâton. Ben, c'est probablement... C'est un film fondateur, là, d'une certaine façon. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Ouais, beaucoup le considèrent comme un chef-d'œuvre. Moi, je n'irais pas jusque-là, mais... Ben, personnellement... mais il y a son plein thème, de bonnes idées. c'est son imagerie est super importante. Est-ce que le film est réussi à... C'est ça, le film vieillit mal, mais il a pas perdu son importance. Là. Ben, un film qui vieillit mal aussi, c'est comme... C'est relatif parce que peut-être que dans un autre 30 ans, on va le trouver charmant, tu sais. Je pense qu'il y a le côté... Il y a comme un moment qu'un film... Tu sais, quand on regarde des films des années 50 qui sont des science-fiction, il y a comme... C'est sûr que ça a mal vieilli, là, tu sais, par rapport à la technologie. Par rapport à la technologie, c'est risible, là, tu sais, de voir ça aujourd'hui parce qu'on sait vers quoi on est allé. Après ça, est-ce qu'à un moment donné, ça va juste devenir un peu du steampunk, comme quelque chose d'amusant, là, comme qui est de l'époque. Puis, tu sais, les effets sont quand même amusants, là. Tu sais, ils sont pas il y a quelque chose qui marche dans ces effets-là. On voit que c'est comme que ça l'a. C'était le meilleur de l'époque. Mais c'était le meilleur de l'époque, mais qui a Tout comme. le monde a été qui a amené une façon de travailler, puis de voir. Il demandait des affaires que personne n'avait jamais demandé. C'est ça. Là, puis c'était Rick Baker. C'était créatif. Rick Baker était quand même connu pour c'est super créatif. ses créatures et ses trucs. Travaillé sur des gros films quand même. Rick Baker, ouais. Ben, Star Wars notamment, je crois. Oh. Oui, c'est un nom qu'on a vu dans les génériques. Ouais. Mais Cronenberg, depuis ses premiers films, je pense que c'était pas surprenant pour une équipe qui travaillerait avec lui qui ait des trucs gore à produire. Là. Quand on parlait de production design tantôt, là, c'est pas juste des costumes dans son cas, c'est des créatures, c'est des... Puis Cronenberg est un cinéaste intéressant. Là. Tous ses films, on en a nommé plein, c'est tous des films qui sont intéressants, qui laissent pas indifférents, puis qui sont pas... qui font réfléchir d'une certaine façon, qui... il y a que lui, j'ai l'impression qu'il y a que lui qui fait ce genre de film-là. Enfin, tu sais, il a quelque chose de très spécifique à Cronenberg. Il me fait penser un peu à ce que Buñuel faisait dans les années 60, 50, tu sais, comme une sorte un peu... Je vais t'en mettre plein la vue, mais il y a une réflexion derrière. C'est ça, exactement. Tu sais, genre comme... Tu sais, quelqu'un d'intelligent. En fait, on sent l'intelligence, tu sais. Puis il paraît que c'est... En plus, c'est un réalisateur qui travaille tout le temps avec la même équipe, à peu près, là, depuis des années, puis il a créé comme une famille. Puis il paraît qu'il est super gentil. Il paraît que c'est un réalisateur adorable. On entend parler tout le temps des réalisateurs tyranniques, là, genre Kubrick et compagnie. Mais c'est pas là. Nécessaire d'être mauvais pour être bon. Non, mais moi, sérieusement, il m'a inspiré ma manière de vouloir de travailler comme réalisatrice. Je me rappelle toujours, je peux vraiment être fine, avoir une bonne équipe. Puis je réussis pas toujours. C'est comme stressant, le cinéma. Là. Mais je pense que les gens voient que j'ai cet effort-là de me dire, on travaille, on est des travailleurs, on est... Pourquoi on se torturerait? On est là pour avoir du plaisir. On adore tous le cinéma. On est passionnés. Puis je le répète à tous les sceptiques d'un bord puis de l'autre qui pensent qu'il y en a un qui essaie de crosser l'autre. Je n'aimerais pas laquelle des deux parties. Mais non, tu sais, je veux dire, on fait du cinéma. Là, si on voulait être riche puis avoir du succès, puis... on ne serait pas là, on serait devenu médecin, avocat, ingénieur, je sais pas trop, là. Mais, tu sais, donc, bref, pour moi, c'est comme aussi une image de comment le cinéma devrait se faire, là, Cronenberg. Puis il arrive à faire des films intéressants. The Fly, c'est vraiment bon. On l'avait fait, The Fly, là. Oui, on l'a fait, oui. Oui, The Fly, c'est vraiment bon. Moi, j'ai beaucoup aimé Existence, j'ai beaucoup aimé... Il faut que je revoie Existence. Enfin, il y a plusieurs de ces films Spider, j'ai pas vu. Ouais. C'est spécial. Naked Lunch, j'ai pas tout pigé, mais... History of Violence, ça, j'avais aimé ça. Même si t'aimes pas, t'es jamais indifférent. Oui. C'est ça qui est intéressant. Tu le sais que Cronenberg, lui, il y a toujours une réflexion en arrière du film, puis que... il va te donner un truc quand même assez divertissant parce qu'il est bon pour ça, puis c'est pas pour rien que Hollywood l'a ramassé. Là. C'est un Canadien, puis il a fait plein de films aux États-Unis. Puis tous ces films ou presque ont été coproduits parce qu'il était assez mainstream pour que le monde les voit. Mais il y a une réflexion derrière. Man, c'est Scanners. Ah, ouais, OK, on va y penser. Puis tu restes avec le film, mais pas assez pour que ça soit chiant. Donc, c'est pas du gros film d'auteur. Peut-être qu'il réussit à faire un espèce de juste milieu entre le film commercial puis le film d'auteur qu'on essaie toujours de se dire que c'est ça l'idéal, puis que lui, il le fait, puis qu'on s'en est pas rendu compte. C'est rare de cinéastes comme ça. Je pense que quel autre... Genet aurait peut-être... On pourrait dire ça de Délicatessen, mais ces autres films... C'est un petit peu Amélie Poulain, c'est... Amélie Poulain, c'est pas tant un film d'auteur ou c'est un film d'auteur? Tu sais, je veux dire, ça serait
Je pense que ça serait un autre. Ou ça là. peut être du cas par cas. Si tu regardes Wes Anderson, il y a un ou deux films, tu peux peut-être dire oui, les autres, non. OK, là, il est allé dans son style. C'est tough, là. Mais si tu regardes A History of Violence, moi, c'est peut-être mon préféré de Cronenberg. Oui, c'est très, très bon, ouais. Ce film-là est d'une perfection monumentale. Moi, je pense il se passe Dead rien, Zone, c'est pour plate. moi, il est très haut, tu sais. Mais c'est comme captivant tout le temps. Il n'y a pas de minute que tu t'es pas scotché à l'écran, puis pourtant, il se passe pas grand-chose. Ça, c'est comme chapeau, là. Dead Zone, je l'ai jamais vu. T'arrêtes pas d'en parler. Je sais que on dit que tu l'aimes vraiment, Nick. Moi, j'aime beaucoup ce film. Oui. C'est un film... C'est un petit film. C'est un petit film, mais que... Écrit par un petit auteur. Stephen King, quand même. Oh! Mais non, c'est adapté de Stephen King, mais... C'est comme un Outer Limits ou Twilight Zone kind of shit? C'est très Twilight Zone. Oui, il y a un côté très Twilight Zone. Ça fait très Twilight Zone, il y a quelque chose... Je sais pas, peut-être c'est parce que, je sais pas, je l'ai vu à une époque... Enfin, ça faisait partie de ces films que j'aimais bien revoir. C'est avec Christopher Walken, tout jeune aussi. Ah, je l'ai peut-être vu. Quelle année? Martin Sheen, je pense 84, mais je veux pas dire de... Moi, je vais faire un podcast où on regarde tous les films de Christopher Walken. Parce qu'à cette époque-là... Ça serait bon, hein? Il avait fait aussi Dead Ringers, Christopher Walken aussi. Non, c'est l'autre. Jeremy Irons. Oui, mais c'est ça. Mais c'est tout le même... Ah oui. Vous voyez sur quel acteur il tripe, c'est tout le temps le même acteur, puis c'est tout le temps comme un peu le porte-étendard de sa génération, puis il switch d'un à l'autre, mais... Il y a comme c'est comme tu sais, Jeff Goldblum, puis tous les noms qu'on vient de dire, c'est comme un peu tout le temps le même acteur. Puis là, dans History of Violence, le même personnage, tu veux dire? Oui. C'est un acteur qui est capable de faire le même personnage. Puis il décolle pas de ce type de... Oui, c'est le personnage qui est tout le temps pareil, finalement. Puis, mais on embarque pareil parce qu'on se peut plus. C'était white male, 45, 50, midlife crisis-ish, something's gonna happen. Tu sais? Ben, c'est Alors, attends. Quand on aime un style... Ah oui, non, c'était 83 aussi. De 83, c'est vrai. Ouais. Okay, tout en même temps. Il y en a fait, c'est ça, 4 back-à-back. Là. Non, mais Dead Zone, on vient de le dire que c'est en 80. Scanner, c'était quoi? The Brood, c'est quoi? The Brood, c'est avant ça. C'est 78, 79. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Ah, puis d'ailleurs, il y a une anecdote intéressante par rapport à The Brood. Je pense qu'il a inventé l'idée du chest burster, qui est devenu la signature d'Alien. Donc, c'était pas The Brood, c'est l'autre avant. Parce qu'il faut que ce soit avant 77. Il a poursuivi les scénaristes de Alien. Alien, c'est 77. 79. Il est sorti en 79, mais il est écrit en 77, 78. Okay. C'est quand ils ont vu le film de Cronenberg, qui est son premier, je pense, c'est pas The Brood, c'est l'autre avant, qui a tourné dans la même tour à l'île des Sœurs. Là, alors attends, en 75, il y a eu Shivers. Shivers, c'est ça. Shivers, je pense. Shivers, c'est ça. Puis il aurait vu la scène du chestburster, en guillemets, qui n'est pas tout à fait la même chose. Okay. Et ils l'ont copié dans Alien, puis il a gagné son procès. Ah oui? C'est ce que j'avais entendu. Je sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, mais quand t'écoutes... C'est-tu dans les trivia de IMDb? Non, parce que moi, je les lis pas. C'est peut-être dans des extras, dans des featurettes. Ils sont pas là parce que j'ai tout lu les trivia puis c'était pas là. Je m'en serais rappelé de celle-là. Mais quand t'écoutes le film puis que tu sais cette anecdote-là, tu fais « Oh my gosh, il y a matière. » C'est très similaire. Là, Le reste, c'est pas des extraterrestres de la même façon. Ça devient pas des grosses bébites qui ont des têtes phalliques, mais... Le chest burster scene, l'alien qui te sort d'entre les... De la cage thoracique. C'est ça, c'est assez similaire. Puis il l'a fait 2 ans avant. Genre. Moi, il y a quelque chose que je voudrais dire sur Cronenberg, c'est que je trouve, puis je ne sais pas comment vont le recevoir nos amis du Grand Canada, mais je trouve que ça fait très Canada anglais, son cinéma. Mais il y a vraiment... Tu sais, j'ai étudié à McGill, j'ai des amis de Toronto, tu as vécu à Toronto. Il y a une qualité de ces personnages, de ces histoires et tout qui fait très Canada anglais. Tu sais. Il y a comme une sorte de lenteur. Il y a pas, tu sais, c'est pas le côté flashy américain. Tu sais, il y a comme une sorte de personnage passif-agressif aussi. Veux pas. Il n'y a pas le Bob Linnes il montre québécois. Toronto partout tout le temps, disant check, c'est beau Toronto, hein, check, c'est beau, hein, check, on a des streetcars, c'est beau. Ça ressemble à New York, mais en plus propre. On voit beaucoup Toronto dans ce film-là.
Puis, ouais, c'est ça. Puis, comme il y a quelque chose. Tu sais, quand tu penses aussi aux Kids in the Hall, l'humour, tu sais. Donc, c'est comme moins drôle, mais c'est le même truc bizarre. Là. Il y a comme, on dirait qu'ils aiment ça, là, les affaires qui vont un petit peu dans tous les sens. Tu vas créer la polymique, là. Non, mais moi, j'aime j'aime ça, mais j'aimerais ça qu'ils fassent plus. Je trouve ça triste que nos talents Puis c'est le seul soient absorbés par Hollywood. C'est ça. Par Hollywood, ouais. C'est ça le problème, parce qu'il n'y a pas de vrai... Ce qu'elle essaie de dire, là, excuse-moi de te mansplainer, là. C'est vraiment ça que je suis en train de faire. Un beau cas de mansplaining. Mais pour un gars qui a habité à Toronto, je pourrais dire... Non, c'est qu'il n'y a pas de... Les vrais porte-étendards du cinéma canadien, anglais, ils se font tous absorber par Toronto. Dès qu'ils ont du talent, ils se font bouffer, là. C'est exactement ce que tu as dit. Ce qui a pour conséquence que on ne sait pas ça devrait avoir l'air de quoi de la télé ou du cinéma canadienne-anglaise, parce qu'on les perd tout de suite. Tu veux dire... La personnalité qu'on aurait pu... Ils se font absorber par Hollywood, là. Par Hollywood. Tu as dit Toronto. Excuse-moi. C'est ça, là, je t'ai comme... Mais c'est parce que, bon, non, ils partent de Toronto souvent, puis ils se font bouffer par Hollywood. Fait qu'on sait plus trop que ça devrait avoir l'air de l'art. Mais Cronenberg, est-ce qu'il s'est vraiment fait bouffer par Hollywood? Non, ça serait l'exception. OK, c'est ça, c'est l'exception. C'est l'exception. Mais tu sais, prends un gars comme Monsieur Avatar, James Cameron, il a vraiment fait carrière aux États-Unis, tu sais. Puis il voulait tourner. Oui, il vient de... Il voulait tourner à Toronto. Pas Toronto, juste en banlieue. Terminator, il voulait le tourner à Toronto. Pour vrai? Il me semble que oui. Oh shit. Oui. Puis finalement, pour plein de raisons, ça s'est tourné à Los Angeles. Quand on parle dans notre épisode, il faut checker. On peut te faire une liste de noms comme ça, tu ne créerais pas qu'ils sont canadiens, puis ils sont. Mais pourquoi on le sait pas? Parce qu'ils ont... Mais ils ont-tu amené l'art anglo-canadien? Ou ils ont juste fondu dans la... Ça fait partie, je pense... C'est peut-être eux qui ont fait Hollywood, c'est ça? Non, ça, c'est une autre ethnie, je crois. On a un mélange de gens. Certains ont de l'argent, d'autres moins. Mais... Oh là là, attention, on va rentrer dans des conspis, là. Vous écouterez The Studio sur Apple TV+. Ah oui, j'ai vu le premier épisode. Ça, c'est à voir. Sérieusement, c'est excellent. Bravo, Seth Rogen et compagnie. T'avais-tu vu, juste pour faire un petit aparté là-dessus... Mais Seth Rogen, d'ailleurs, il n'est pas canadien, lui? Oui. Oui, les Canadiens, ça fait... Tout comme, alors, il y a un lien, là, s'il fait de studio qui parle d'Hollywood, Seth Rogen. Tout comme l'autre là, qui vient de faire un nouveau déjeuner là, chez Tim Hortons, l'autre acteur là, qui joue Deadpool. Là. Oh, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, il a son propre déjeuner à son nom chez Tim Hortons. Chez Tim Hortons. Qui arrête pas de parler. Oui, un autre, ça. Canadien, ouais. Jim Carrey, William Shatner. Celui qui faisait le docteur en Chine puis qui jouait dans MASH, un autre Canadien célèbre. What? Son fils qui fait Sutherland. Oh, Donald. Donald Sutherland. Donald Kiefer, Roses et compagnie. Je ne sais pas si Kiefer il a grandi au Canada. Oui, parce que, oui. Et Donald Sutherland avait encore une maison dans le coin de... pas Matane, voyons. Je suis allé souvent, je devrais savoir. Dans le coin de Sherbrooke, c'est quoi l'autre grosse ville? Sutton? Non. Plus, voyons, je devrais le savoir. Drummondville. Non. Ça va me sortir. Petite leçon de géographie du Québec. Puis il y a l'autre. Hey, Colin, Saint-Jean-sur-Richelieu. Les gars, là. Sur le bord de l'eau, là, le lac Magog. Ah là, Le monstre. Alors, pour nos amis européens qui viennent visiter le Québec, alors vous avez toutes les villes à visiter dans le sud de Montréal. Je m'excuse pour la lenteur parce que je suis allé à Magog souvent parce que j'ai travaillé dans ce coin-là, des productions. Bref, Kiefer Sutherland avait une maison à Magog, un château probablement. Kiefer ou Donald? Donald, mais toute la famille venait souvent le voir puis il se promenait en ville comme si de rien n'était. Fait que Donald Sutherland et fils et filles habitaient dans ce coin-là comme si c'était des habitants. Puis depuis 30 ans, là, ils ont choisi le Québec. Ah, wow. Nice. C'est beau, ça. Ouais, parce que Reynolds, lui, il est de Vancouver. Hein? Oui. Makes sense. C'est qui d'autre? Ah, c'est Gosling, on le voit partout là, en ce moment aussi. Gosling, mon préféré, Ryan Gosling. Ouf. Riant gosseux. Il n'y a pas un film de science-fiction avec Ryan Gosling qui c'est pas mal sexe? Pas mal il y en a sexe. On va manger, on pourrait faire le prochain. J'allais dire Blade Runner 2049, mais... Il y a une scène sexe à la fin, mais je pense pas que c'est à ça que tu penses. C'est pas ça que tu non, c'est parce qu'on disait qu'il fallait qu'on continue dans la veine du body horror ou de la sadomasochisme ou un truc de même. Je me suis dit, si c'est Ryan... Il faut que j'arrête, là, ça va faire c'est Ryan Gosling. Puis Ryan Gosling ne voudra jamais travailler avec moi si tu écoutes ce podcast. Il l'écoutera pas, il parle pas français. Tu peux-tu couper ça? Je tiens à mes chances.
Non, puis en plus, je trouve que c'est un excellent acteur. Il n'est pas juste beau, puis Gosling, sexy, ouais, il puis est bon. charismatique. Oui, C'est un très bon il est très comédien. bon. Même quand il fait rien, il est super bon. vraiment. Dans Drive. Oui, c'est ça. Mais, Ou quand il en fait trop dans Barbie, il est Dans excellent Barbie, aussi. il est excellent. Il vole la vedette aux filles. Laisse de marbeux. Ah non, mais la toune, c'est I'm Just canadien, on n'en sort Ken. pas. I just can't. Ils ont gagné. OK, le seul Ok, Hey, toi, Oscar qu'ils ont gagné, c'est la toune de ça, Ken. tu Je vais commences devoir à... mettre Barbie dans les show notes. Ouais, c'est ça, fort. tu commences à avoir beaucoup de... Ouais, mais ça, c'est On délire un correct, là, peu. j'en ai eu plein là. On va Qu'est-ce que je voulais revenir. dire? Je voulais juste faire un petit aparté parce que tu parlais de studio. T'as-tu vu cette autre série qui s'appelle The Franchise? Oui. Puis ils l'ont cancellé après une saison. Ouais. J'étais Moi, j'ai pisse. trouvé ça pas C'était mal. Excellent. C'est Excellent. bien là. Ah, les personnages savoureux. Ouais. C'est un peu le même délire, mais c'est pas tout à fait le même délire que de studio. Ben là, on L'idée était- de base vient un peu de la même place. Sauf que là, ouais, on est sur le tournage d'un gros film genre super-héros, Marvel, machin. Puis ils ont tous les problèmes Ouais, du monde. tous les problèmes du monde. Tout le monde est Puis tu excentrique. suis un assistant, L'assistant réel, l'assistant surtout, ouais. l'assistant réalisateur en fait. C'est Évidemment. lui que tu suis Il avec essaie de la tenir Ça va- tout ça, Ouais. puis il C'est n'est pas sûr, capable. c'est Puis sûr lui, que ça va là, être l'assistant c'est- réel, ce ne sera jamais le directeur de production. Lui, Non, il n'existe même pas de directeur de prod. Dans The Studio, En plus, comme- il n'existe même pas. En plus, il n'existe même pas. Tu vois comment ils sont? Dans le studio, c'est un producteur que tu suis là. Dans Ouais, le studio, c'est ça. c'est Seth Rogen est un producteur. C'est ça. Même un top executive. Là. Oui, ben, c'est pour ça que ça va D'ailleurs, mal. Ils n'ont Top pas de directeur de production. Il y a une Je série, sais. Personne dans ces choses-là ont de directeur de prod. Il y a une Oui. série française sur Netflix qui s'appelle Fiasco aussi. Qui est- Ah, j'ai entendu parler, ça fait des années que je veux voir Ouais, ça. ouais, mais c'est très sur drôle. quelle C'est plateforme? sur Netflix. Je crois qu'on l'a sur Netflix ici, Fiasco. J'ai pas Netflix. Série française qui parle aussi d'un tournage où tout va mal. Paraît que c'est. Ben, Avec je pense qu'ils Pierre sont tous Ninet, inspirés c'est très de drôle. ça, mais tout le monde dit que c'est super bon. Ouais, je pense pas que c'est un lien avec. Là, je pense qu'on de s'est vraiment franchise beaucoup ou un truc comme ça, éloigné mais, de ouais. Oui, on s'éloigne un On peu. s'amuse. Vidéodrome. Anyway, donc oui, donc notre ami Cronenberg, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce film Sur en fait? Vidéodrome. Non, moi, je pensais que j'étais surprise. J'aimais bien Debbie Harry dans son rôle. Je trouvais qu'elle l'avait bien. Là. C'est une chanteuse à la base, ça? C'est Blondie? C'était la chanson de Blondie, ouais. Ouais. Pour vrai? Mais oui. Ah mon Dieu, je savais pas. What? C'est la chanteuse de Blondie. C'est la chanteuse de mais là, ça Blondie. explique beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Ah, Ben, c'est plus une chanteuse qu'une comédienne, mais elle se débrouille bien. Dans les cheveux en roue, hein. Ah ben c'est ça, oui. C'est ça. Mais elle est pas mal du tout, même si elle, le personnage presque le plus intéressant du film. Ouais, c'est ouais. beaucoup Ouais. plus que... OK, James Wood, faut le dire, là. C'est Il- un bon acteur, mais là-dedans, il est pas très bon, là. Il est assez carré, là. Moi, il a un style d'acting que j'aime beaucoup. Enfin, il a un truc très... Cowboy 80, Clint Mais tu sais, Eastwood X. Oui, c'est très Clint Eastwood. C'est vrai. Ouais, ça ressemble à des... C'est pastiche de Clint Eastwood un petit peu. Mais ça c'est me fait penser c'est à un l'acting dans The Thing, là. Tout le monde est un peu un cowboy, puis tout le monde est là juste pour son propre truc, là. Tout le monde est tombé dans le cliché à cette époque-là. Non, mais en même temps, on en connaît des gens de même. Là. C'est le vendeur de chars. Là. Oui, c'est le gars c'est le gars qui se la joue. Là. Oui, mais quand tu tombes dans sa vraie vie privée, au-delà du vendeur de char, il devient plus sympathique assez vite, puis c'est ça qui arrive dans le film. Puis c'est pour ça que je dis l'acteur tombe à plat, parce que l'acteur est capable de plus. On l'a vu dans plein d'autres choses, puis on sait qu'il est capable de plus. Je pense qu'il voulait l'amener là, il voulait qu'on l'haïsse. Ben oui. Puis ça marche. Non, je pense c'est clair que c'est pas un personnage sympathique. Puis je pense que dans les années 80, c'est ça, c'est un peu le no future, c'est le punk, c'est un moment où est-ce que les héros sont fucking morts, là, tu sais. T'es dans l'espèce de la déchéance. Si tu fais un western, c'est un western au sujet de tu sais, c'est après les western spaghetti, là. Les héros, c'est des losers, là, dans les années 80. Oui, parce là. qu'ils hustle, ils veulent tout le temps essayer de se sortir d'une situation. Puis là, tu faisais le parallèle tantôt avec Strange Days. Oui. Là aussi, le personnage principal, il hustle pour essayer de se sortir de ça. Puis, tu sais, cool, je te vends quelque chose que ça tripe, machin, hein, watatata. Ouais. Puis, mais dans le fond, est-ce que tu veux vraiment l'encourager? Là, il est en train vraiment de te vendre n'importe quoi à n'importe quel prix juste pour Puis- garder ton attention. Puis l'autre truc qu'on n'a pas parlé, c'est les méchants là-dedans. Ouais. Que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est comme créer Vidéodrome pour se débarrasser de tous les gens qui aiment ce contenu-là. Hein? C'est ça? Oui. Oh mon Dieu, j'avais pas vu ça pas en tout. Ben oui, parce que quand tu commences il y a à une construire idée Vidéodrome, tu sais, ils se suicident à la fin. Tu sais, c'est Mais ils comme... finissent tous par mourir, Ben puis oui, ils parce que encouragent ça. le psychologue aussi, il est mort. Je ne sais pas s'il est suicidé, mais il avait une tumeur, mais ça rend malade. Tu sais, ça donne Oui, une mais j'ai tumeur. l'impression qu'il essaie de créer une arme militaire, machin,
puis que là, ils n'ont pas le contrôle, puis qu'il faut qu'ils continuent à faire de la recherche. C'est Non? volontairement ça. Puis Ouais. le gars, il regarde jamais, lui, le Vidéodrome. Cleansing? Le gars qui le... Oui, c'est ça. C'est comme... C'est vraiment des fascistes, comme hyper puritains. Ben, j'avais pas vu ça. Le gars... tu le Non, j'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est clairement dit. Il l'explique comme ça. Bon, moi, je voyais le côté asservissement de la population. Le gars qui lui fait écouter... Il y a la scène de la salle de junkie, là, où c'est que des postes télé et tout ça. Là, Mais c'est ça. Mais l'idée, c'est que tu sais, le gars qui lui fait écouter pour la première fois, là, le technicien là, qui va venir il est dans le coup, lui. Qui est dans le coup. Lui, il regarde jamais l'écran. C'est vrai. Il regarde jamais l'écran, puis tu sais, il l'a dit qu'il a jamais regardé l'écran. Là, tu sais, c'est comme mentionné dans le... Oui, mais il fait semblant d'être son ami aussi. Il fait semblant d'être son ami, bien sûr, puis ultimement, pour eux, donc pour cette organisation-là, les deux gars, lui, c'est de la racaille. Là. Mais bon, ceci dit, ça se passe dans l'hallucination. Donc, si on veut faire de la psychologie, c'est que lui-même se considère de la racaille. Tu sais. Peut-être que c'est l'hallucination de qui, finalement? C'est comme Total Recall, c'est le fantasme de qui qu'on voit? Celui que Total Recall veut qu'on voit ou celui de... Je me rappelle plus du nom du personnage, Schwarzenegger, machin. C'est pas le même. Et pourtant, le film se lit aussi bien dans les deux sens. Fait que là, c'est la grande question. C'est comme l'étudiant de 16 ans qui, pour prouver à ses profs de philosophie que les grands auteurs de littérature avaient pas toujours du underline meaning dans leurs bouquins, il a écrit à 60 auteurs. Là, on parle des années 60, là, quand tu vas envoyer une lettre à la poste à quelqu'un, puis tu avais une chance qu'il te réponde. Là. Puis la plupart des réponses qu'il a reçues des grands auteurs là, de tous les romans classiques américains, c'était « Non, c'était pas ça nécessairement je voulais dire avec mon livre. Ça, c'est ce que le public a décodé de... » Je me demande si c'est pas un cas comme ça. Parce qu'il y a tellement de possibilités d'analyse que... Non, mais ce que je te dis, c'est ce qui est dit dans le film. Là. C'est ce que les personnages disent littéralement. On a créé Vidéodrome pour se débarrasser de la racaille, on va leur donner le cancer du cerveau, puis là, on va le lancer bientôt, puis des gens comme vous allez tous disparaître. Là. Mais après ça, effectivement... C'est pas dit dans ces mots-là tout à fait exactement. Bon, on le réécoutera, mais c'était à peu près ça. Puis, mais je comprends que ça passe pas de façon... C'est tellement weird tout ce qui se passe autour de ça, puis ça se passe dans l'hallucination. Donc, comme on est rendu dans l'hallucination, c'est fort possible que ce soit lui qui soit en train c'est peut-être une paranoïa du personnage. Exact, oui. Lui a inventé cette raison-là pour se rassurer. C'est ça que je veux dire. Dans le bad trip. Potentiellement, qui est juste encore assis avec son casque au moment où on se parle, là, puis qui est juste en train d'attendre que l'autre le débranche, puis qui est dans une hallucination. Bon, le trip, c'est qu'on peut en parler ça pendant 8 heures rendu là, puis on aura 8 interprétations différentes, puis ils sont toutes plausibles. Ça, c'est ça qui est cool du film. Oui, c'est ça. Oui, en fait, ça l'amène à toutes sortes de conversations. Il y a quelque chose de très psychanalytique aussi. Le personnage de psychologue, le vedette de la télévision qui se présente juste dans des écrans. Ça, c'était bon. Un écran dans un écran. C'est ça, quand on parle que le film est intéressant, puis que tu dis qu'il a mal rieilli, mais ça n'a pas mal vieilli. Ça reste... Ça, c'est tout à fait actuel. Ça reste intéressant. Très actuel. Le gars ils ont enregistré quoi? Il disait, sa fille, il disait, il peut en enregistrer 3-4 par jour. Toutes les réponses... lui préfère discuter par le monologue. C'est ça qu'elle a dit. Oui. Fait qu'elle, puis là, elle rentre dans la pièce où il y a toutes les cassettes, mais son père, il est mort depuis X temps. Elle dit, peu importe la question que tu vas poser, j'ai une ou plusieurs réponses pour toi. Ça va être un monologue. Ça, c'est le plus grand moment. Ça, c'est très bon. Si tu ferais ça aujourd'hui, ça marcherait autant. En fait, cet angle-là du film est peut-être un peu sous-utilisé par rapport à... Il y a quelque chose, là, tu sais. Puis la fin a été écrite par James Wood. Parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait, je pense qu'on a il ne comprenait pas trop. Parce que je crois qu'à la base, il devait survivre. Enfin, il y avait une autre version du scénario, et puis lui-même a proposé ça. Oui, puis ça se termine dans un cargo. C'est vraiment weird, ça. Je ne sais pas c'est quoi la symbolique de ça. Il se ramasse là. Puis là, il ouvre la télévision, puis il voit l'autre, puis il va mourir, il va se suicider. Puis en tout cas, la fin est clairement surréaliste. Là. Ça fait penser à la fin de Brazil aussi, genre est-ce qu'il est comme dans un délire. Là, t'sais. Moi, c'est des fins que j'ai tendance à oublier dans le sens où ça aurait pu finir comme ça ou de 8 autres façons différentes. C'est pas grave parce que c'est pas ça qu'on retient du film. C'est tout le reste qui se passe avant. C'est vrai qu'on ne retient pas ça. Je l'avais oublié la fin, puis quand j'ai vu la fin, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, ça finit de même. » Ça, j'ai fait le film il y a 2 jours, puis là, tu me dis où ça se passe, puis je me rappelle-tu vraiment où j'avais vraiment décroché rendu là, puis je pensais aux enjeux du film plus qu'à la fin du personnage. Que je m'en calisse de ce personnage-là, dans le fond. Mais son chemin,
Là, on peut philosopher là-dessus longtemps. Dans quoi on l'a vu d'autres, James Woods qui était... Parce que moi, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, je le voyais partout, mais en réfléchissant, je n'arrive pas... À part Scarface, j'ai du mal à me rappeler où je l'ai vu d'autres. Pourtant, j'ai l'impression que c'est cet acteur qui était partout. C'était dans Family Guy, il y a le James Woods High School. What? Il vient voler... Non, vous n'avez pas vu ça? Dans Family Guy, à Mané... Parce que je sais que depuis, il a fait un paquet de voix dans un paquet de trucs. Oui, mais surtout dans Family Guy, il a joué son propre rôle, un peu comme Adam West l'a fait aussi. C'est drôle, parce ça. que c'est l'acteur et le personnage, il n'y avait plus de ligne transcendante. Puis il vient voler la place de Peter Griffin, comme père de famille dans Family Guy, pendant une couple d'épisodes. Là, après ça, il se fait jeter parce que Peter vient leur tasser. Puis là, il donne son nom à l'école secondaire de leur ville. Mais là, il disparaît pendant un bout. Puis là, il revient plus tard. Là, puis là, c'est rendu du Cape Fear. Là. Il jouait pas dans Cape Fear, d'ailleurs. Mais je sais pas, non. Il jouait dans... Mais c'est ça, c'est intéressant parce que moi, je pense que je m'en souviens surtout pour Vidéodrome parce qu'il est dans un film qui s'appelle Vampire de Jack Crow. Ah oui, attends. Puis il est aussi dans Hercule, mais c'est un dessin animé. Puis après ça, il est dans le Virgin Suicide. Virgin Suicide, mais ouais. il joue le père, là, j'imagine. Puis Vidéodrome, ça, c'est les films qui mettent de l'avant à IMDb. Ouais, ça veut rien dire. Ah oui, dans Any Given Sunday. OK, c'est là. C'est peut-être les plus connus, mais c'est pas dire que c'est ceux-là qu'on a vu nous autres. Là. Oui, je sais, mais après ça, je vais aller voir. Oui, dans les années 80 jusqu'à mi-90, oui, il était partout. Oh, Salvador, voilà où je l'avais vu aussi. Film de guerre, où il est photographe de guerre. Mais c'était pas, il était pas comme tête d'affiche dans un autre film, je pense, là, comme... Attends, il est où ce film de vampire? C'est pas un acteur de second degré, là? Non, c'est ça. C'est un Any Given Sunday. Là, on est à quelle époque, là? 90? Fin 90. Fin 90, mon Dieu. The General. Presumed Innocent. True Crime, OK. Ça fait 2 fois que j'entends parler de ce film-là aujourd'hui. Il faudrait le revoir. Vampire. Mais il a fait bien des Disney, il faisait Hercule. OK, mais va plus loin. Oui, il a fait une paquet de... Il est dans Contact. Ah, OK. Oui, il est dans Contact. Qu'est-ce qu'il fait dans Contact? Je me rappelle pas. Il doit faire un général. Je me rappelle pas du tout. Un scientifique. Un scientifique? Non. Peut-être. Il joue pas le père d'Ellie, en tout cas. Non, ça c'est... Non, je pense pas, non. C'est ça. Chaque fin 70, peut-être qu'il risque d'avoir des... Ah, il est dans Casino. Dans Casino, oui, il joue le chum paumé là, de la fille là, qui est jouée par... OK. Hein? Sharon Stone? Qui est jouée par Sharon Stone. Oui, il était bon là-dedans. Il était bon dans ce rôle-là, je veux dire. Un bon caméo de Scorsese. On revient à The Studio, l'épisode 2. Même ça commence peut-être à la fin de l'épisode 1. Il y a tout un storyline par rapport à Scorsese qui est assez délicieux, j'en dirais pas plus. On s'entend que Scorsese aime ça se placer lui-même comme acteur. Là. Il l'a fait souvent dans plein de situations. Ouais. Des fois dans des films, des fois dans des promos, des fois dans... Mais tu sais, il est blablabla. Dans le studio, ça parle. Ils sont pires que nous autres. Puis là, à un moment donné, il y a une bisbille entre Seth Rogen puis lui. Oh my God, c'est quand même assez délicieux. Là. Faut que je vois ça. Scorsese, il s'en débrouille bien. Once Upon a Time in America, voilà aussi où je l'ai vu. Ah oui, Notre ami James Woods. Ah oui, ben ça. Puis attends, c'était quoi déjà ce film de vampire? Parce que ça me dit gros quelque chose, là. Non, mais sinon, c'est tous des petits films pas poches. Là, non, mais attends, moi, je les ai peut-être vus, puis pas toi. Tu sais, on n'a pas nécessairement toujours les mêmes références. Non, mais là, je sais des films de merde. On n'a absolument toujours pas les mêmes références. The Hard Way, j'ai vu aussi avec Michael J. Fox. 4-16, ça m'a marqué quand j'étais jeune. 4-16, j'ai vu ça aussi. Ça aussi, c'est basé sur du Stephen King. C'est 4 petites histoires. Il y a Drew Barrymore qui est dedans. Il a sûrement fait une série télé. Je me rappelle pas. Il y en a plein de séries télé. Non. Là, ça, c'est quand The Getaway, j'ai vu aussi. Putain, j'ai voyé des films de merde quand même. Mais des fois, c'est des acteurs comme ça qu'on pense qu'on a vu partout. Ouais. Dans le fond, tu regardes la liste, puis c'est pas la première fois que ça arrive. Là. Aux 2 jours avec ma blonde, on scrolle. Ah, il y a tel acteur là, qui fait un 3e rôle. Il me semble qu'on l'a vu dans plein de choses. Puis là, tu scrolles tout le IMDb au complet, tu fais. Mais. Attends, le vampire, là, c'est du John Carpenter, là, le vampire. Oui, non? le vampire, c'est Carpenter. C'est Carpenter, c'est ça. C'est pas son meilleur, là. Ça, c'est une commande. Ouais, c'était rigolo. pourrie. Justement, c'est rigolo grâce au côté cowboy de James Woods, justement. Non? Faudrait que je le revoie, mais ça me tente pas. Bon, ça vaut pas le Near Dark de Catherine Bigelow dont on parlait l'autre fois. Si tu veux de la satire à la Carpenter, prendre des livres, là, tu sais, ça marche. Là. Puis il y a une couple d'autres, là, même Christine. Il est dans notre liste des livres. Ouais.
Là, j'étais Bon. sûre qu'on l'avait fait. des Est-ce livres. qu'on a fait le On tour veut le faire de ce depuis film? probablement tout le début. C'est probablement moi qui l'ai mis sur la liste. C'est toi qui l'as mis sur la liste. 15 ans. Puis je l'ai écouté. Puis j'ai écouté un podcast sur des livres parce qu'il y a des gens qui adorent des livres. Là, comme... Oui, puis ça, je peux te raconter Tu sais, c'est l'histoire parce que comme- moi, j'ai été Moi, en j'aime contact bien. avec l'auteur de la nouvelle originale. C'est une short story. Oh! J'ai essayé d'acheter les droits, mais c'est pour un autre épisode. Ah, ouais, quand on parlera des livres. OK. Fait qu'on a fait le tour avec ce film, Ils ont je pas pense. mal, oui. Hein? On a pas mal ouais, tout dit. On a pas mal tout dit sur Vidéotron. Bon, ben, dans ce cas, Ouais. on va conclure. On va là, un on a peut-être peu. oublié, on a peut-être oublié une petite affaire, mais je pense qu'on Comment on a oublié une petite on en a, affaire? on en a bien Ah, parlé. 2 heures, c'est parfait. On est dans notre timing. On est dans notre timing. Concluons sur Vidéodrome. Un film à voir quand même. Un film, Oui. ben, je pense certainement pour tous les gens qui étudient puis qui veulent le cinéma, là. C'est un Ouais, je pense que c'est film- quand même un film. c'est un quand film, même c'est un film qui important. a plein de choses à prendre. tu C'est sais, marrant, un puis- film qui n'a pas marché à sa sortie. Puis il a Ben, ça m'étonne pas. C'est un des film, années plus c'est un tard, film culte, comme dans sa incompris façon. à là. sa sortie, puis Ouais. Tu vois, c'est, devenu culte depuis. Ouais. tu disais, genre, mettons que tu aurais une liste de 100 films à voir par un étudiant de cinéma, je le mettrais sur cette liste-là. Ouais. Ouais. 100 films à voir pour quelqu'un qui veut juste comprendre le cinéma puis voir le best of the best, je le mettrais peut-être pas sur cette Je suis liste. d'accord avec toi, j'ai le même feeling, ouais. Ouais. Mais c'est C'est une leçon de cinéma pour ce que c'est, dans Ouais. son contexte, dans son époque, puis qu'est-ce que ça l'a donné comme inspiration à Ouais. d'autres, Oui. et vice-versa, d'autres l'ont inspiré. Mais je aussi. pense qu'il s'est même inspiré lui-même. C'est dans le sens que Oui. ses films après sont meilleurs, là. tu sais. Parce qu'il a vu qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse un peu mieux. Ouais. Fait que oui, Mais oui. juste The Fly qui est venu après, c'est son C'est l'autre direct? On a dit, non, il y a Dead Zone, Dead là. Zone. Mais tu sais, on voit là, qu'il y a une autre. Il a niveau. monté d'une coche, mais il y a plus monté de budget aussi. Il a monté de budget The Fly, aussi. c'est maîtrisé. Ben, peut-être. Puis Ouais. en fait, oui, il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Vidéodrome. Vidéodrome. C'est financé par notre cher ancêtre de Téléfilm Canada. Ah, my. J'ai vu ça dans le générique tout de suite, puis j'étais comme, Ah, what? ça s'appelle comment, là? C'est genre C'est ton affaire Keten, là. En tout cas, oui, c'était à Canadian Agency for Movie. in this Movie- territory, not America. Je sais pas. mais c'était quand même les débuts de téléfilm. Puis on voit qu'il y avait quand même beaucoup d'audace de financer un film comme ça. C'est drôle. Oui, Le téléfilm parce que a même plus moi- d'audace, en fait, dans leur Ah, jeu. ils ont toujours eu. Ouais, ouais. Reste que. Cronenberg, il y a certains artistes que peu importe ce qu'ils font, on dirait qu'ils ont toujours le talent de pouvoir aller chercher les sous puis que leur projet fonctionne. Puis je connais des gens comme ça en comédie, en horreur, tout ça. Fait qu'après ça, le monde se fout tellement de l'œuvre qu'ils font, c'est parce qu'ils sont tellement convaincants puis des vrais bons vendeurs artistes qui te disent voici de quoi je parle et puis là ils te font des dossiers puis personne n'est capable de leur dire non aux subventions. Et j'en connais d'autres de même. Martin Talbot, en l'occurrence, pour ne pas le nommer. Ben, c'est un petit Toujours eu ses subventions au premier dépôt, peu Ouais. importe où il l'a C'est envoyé. vrai? Sodec, Téléfilm, Conseil des Arts, un ou l'autre, peu importe. Maudit, Non, bon talent, mais c'est un talent. oh oui, mais c'est ça, tout bon ce qu'il fait, là. Hein? C'est tout bon ce qu'il fait, il mérite. C'est juste qu'il les a tout le temps. Fait que je pense que Cronenberg, je pense pas qu'il s'est fait comme financer au 3e, 4e dépôt, là. Comme On certains. rentre dans le who's who Oui, ok. du cinéma Ouais, d'ici. on est dans là, les ça coulisses, on est dans les arrive. Ouais, coulisses, là. C'est des suppositions, on sait pas, on n'était pas Mais là. non, tu sais, quand Pod se faire dire non à un 5e dépôt, c'est pas normal. Ok, on va arrêter. Et Civic TV, ça a-tu quelque chose à voir avec City TV? C'est Non. une critique de quelque chose ou quoi? City TV, ça doit être devenu après, donc si c'est une... C'est venu après? Ça sera un Oui. hommage plus que d'autres choses. C'est venu après parce que le building de CTTV, qui est en fait celui de Much Music, ils ont tourné là dans le film. Il y a une shot là où est-ce que tu sais le pick-up est rentré dans le mur puis les roues tournent là, Ouais. sur Queen Street. Là. Ils ont tourné exactement là, mais le pick-up il est pas dans le mur. Fait que c'est arrivé quelques années avant, effectivement. Je pense pas que CTTV existait encore. Bon, bah écoutez, si on a fait le tour, où est-ce qu'on peut vous contacter si les gens ont envie de communiquer avec vous? Est-ce qu'ils peuvent et où? Ben, moi, je suis toujours sur Facebook, mais j'avoue que sur Facebook, je suis pas très... je suis pas très publique. active? Ben non, mais oui, Facebook est une bonne façon, mais sur Blue Sky aussi, là, Ouais. tu sais. Dans le sens que je vais pas accepter l'amitié de gens que j'ai... J'ai une politique sur Facebook, il faut que j'ai parlé à la personne en personne. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. Puis que j'ai serré la main à la personne au moins une fois pour l'ajouter sur Facebook, ou que ce soit quelqu'un que j'ai désespérément vu qui lise mon courriel parce que j'essaie de l'engager. Mais ça, c'est typiquement des gens, là, référence de référence. J'ai comme besoin de... On n'arrive pas à leur joindre. Puis là, je m'essaye sur Facebook parce qu'on veut
louer une bébelle dans mon travail. Là. Donc, c'est un outil de travail pour moi, Facebook, en fait. Ouais, Donc, soyez pas déçus là, si j'accepte pas de l'amitié. C'est juste, sinon, je serais pas capable de gérer. C'est pour mon travail. Puis bon, c'est ça, j'aime bien comme avoir rencontré la personne. Mais sur Blue Sky, oui, je suis active. Je suis aussi j'étais très active sur Instagram, mais là, je me suis un petit peu distancée parce que ça prenait trop de mon temps. Oui. Ces médias sociaux, c'est terrible. Toi, Olivier? Juste sur Facebook, j'ai essayé les autres, mais tu vois, Instagram, j'arrive plus à rentrer mon mot de passe, puis ils veulent plus me le redonner. J'ai perdu mon privilège, donc venez sur Facebook. Mais tu peux pas te connecter avec ton compte Facebook? Non. Si tu penses que c'est si simple que ça, mais non. Puis attends, peut-être que Facebook va vendre Instagram et WhatsApp. Parce que là, ça serait bien, ça. Parce que antitrust, mes amis. Non, ils me demandent toujours le code d'authentification de mot de passe de machin. Je te jure, j'ai essayé 200 fois. Oublie. Fait que poubelle, donc Facebook. Mais c'est correct, tu peux rien, c'est plus que c'est pour les jeunes. Instagram, c'est squatté par les jeunes. Non, mais c'était bien. Ça fait un temps que c'était bien. À une époque, c'était bien. Mais il n'y a rien qui le remplace. On ne retrouve pas ce truc-là. Je veux faire des photos, je vais les montrer, puis je vais en voir d'autres. Puis, tu sais, je veux dire, là, tu vois juste des vidéos. Là, c'est fini. Moi, je suis passé à côté, puis j'ai rien manqué. Pour moi, Facebook est encore plus constructif, même s'il s'est perdu dans les pubs, là, puis dans les mauvais algorithmes. Je vais aller ça reste un bon je m'en vais sur TikTok. Là. Attendez-moi, je m'en viens. Moi, je suis pas sur TikTok. Même ça doit être fucking out. Là, TikTok, c'est encore c'est très addictif. Je veux pas commencer parce que j'ai de la misère à gérer ma consommation de... J'aime beaucoup... Tu sais, j'ai comme 15 ans là, dans mon corps. ADD, moi, hein? je suis fucking ado, là. Tu sais, j'écoute des affaires, puis c'est des ados qui font ça, puis je me dis, voyons, Marie-Louise, qu'est-ce que tu fais, là? T'es vraiment pas... T'es cringe, là. Ils sont trop jeunes, là. Écoute pas ça, là. T'es une victime de Vidéodrome, toi. Ce film-là, aujourd'hui, s'appellerait Cringe de Movie. Non, mais c'est des affaires, là, vraiment. En tout cas. Mais bon, je reconnais qu'il y a une valeur créative à tout cet univers-là pour apprécier, mais ça prend juste trop de temps. Puis depuis que j'ai comme coupé tous ces médias sociaux-là, j'écoute beaucoup plus de films. Ça me fait du bien. J'aime ça. C'est constructif. J'aime le cinéma. Puis là, je renoue le plaisir d'écouter des films. Donc, voilà. Tu finis sur du positif. Lâchez les médias sociaux, écoutez plus de films. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. Et toi, Nick, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, je suis sur Facebook et je suis sur Blue Sky aussi. Je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux, mais j'y suis parce qu'il faut y être. Puis pour vous abonner à ce podcast, ça se passe sur Acast, sur Apple Podcasts, Overcast ou n'importe quel podcatcher de votre choix. 24 Quarks et aussi sur Blue Sky. Venez jaser sur notre page Facebook ou encore contactez-nous par courriel à 24quarks@gmail.com. La prochaine fois, ça va être Minority Report de Steven Spielberg. Ouh. Yeah. Notre deuxième Spielberg. Pas fait beaucoup. Hein. Moi, Spielberg, c'est un de mes petits chéris. Il a fait quand même un certain nombre de films de science-fiction, donc on peut les parsemer ici. Oui, bien sûr. Plus que 3/4 de sa filmographie, c'est de la sci-fi. Non, 3/4, je sais pas. Mais aventure, sci-fi, action. Oui, OK. Excuse-moi, Indiana Jones, c'est pas de la sci-fi. Là. Lincoln, c'est pas de la sci-fi. Schindler's List, c'est pas de la sci-fi. Lincoln, c'est pas de la sci-fi. Bon, allez, on se quitte avec la bande-annonce du film. Et puis, merci de votre fidélité et à la prochaine fois. Quark, quark. Okay, Jad, what's coming? Double homicide, one male, one female. Killer's male, white, 40s. Set up a perimeter and tell them we're en route. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks. Give the man his hat. The future can be seen. All we have to run on are the images that they produce. We see what they see. There hasn't been a murder in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is perfect. I agree. Murder can be stopped. Tell me exactly what it is you're looking for. Flaws. You ever get any false positives? We are arresting individuals who have broken no law. But they will. The fact that you prevented it from happening doesn't change the fact that it was going to happen. The system can't be wrong. Run! Wait! You say something, Chief? No. You're in a lot of trouble, John. I have a warrant in my pocket that says murder. Program complete. Get away from her, you bitch! Shall we play a game? 24 secondes.